moi, j'avais pas besoin de trucs de marque ou de yacht ou de chalet à Megève, tu vois, tout ça n'avait aucune importance, mais j'avais quand même conscience que, en effet, l'argent nous avait permis des choses comme des activités, tu vois, ou comme des soins qui ne sont pas des soins remboursés par la Sécu. Et j'avais réalisé que, en effet, avoir de l'argent, c'était une forme de liberté. On m'a arnaqué 576 000 € dans ma vie. Ah, t'as le compte précis. Ah oui. Parce que c'est une arnaque ou c'était Non, plein d'arnaques. Ah oui. J'ai fait un prud'homme, une arnaque dans le milieu de la musique. Enfin, j'étais vraiment la bonne poire. Alors, c'est super parce que pour l'économie de la France, c'est génial. J'ai donné beaucoup d'argent à plein de gens, tu vois. La chance que j'ai, et qui est différente, c'est que finalement, moi, je me suis tout fait toute seule. Mais j'ai toujours eu cette petite voix qui disait, au pire, on est là. Hello Alice. Hello Delphine. J'ai l'impression de te connaître un petit peu et pourtant je vais beaucoup te découvrir, je pense, pendant notre conversation, mais en fait on m'a parlé de toi énormément et depuis qu'on m'a parlé de toi, je n'entends parler que de toi. Ah bon? Tu connais un peu ce phénomène où ouais, tout d'un vrai. coup. Donc voilà, tu fais partie de ces personnes dont j'ai entendu parler récemment. On a une amie en commun. Elle m'a dit tu connais pas Alice? Tu connais pas Alice? Tu connais pas Alice? il faut que tu la reçoives. Et effectivement, j'ai pas eu trop de mal à me laisser convaincre. Donc, je vais essentiellement te découvrir, en fait. Tu es une femme aux multiples casquettes. Ouais, multifacette. C'est comme ça qu'on m'appelle. Et je me suis dit que puisque on te voit... Alors, à la fois, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais en même temps, tu parles peu de toi et tu fais peu d'interviews. Ouais. Donc, je me suis dit, ça tombe très bien. On va pouvoir rebalayer. Les gens n'entendront pas des choses qu'ils ont entendues à 10 autres endroits. Donc, je suis ravie de te recevoir. Et je suis ravie de te recevoir aussi parce que tu es une femme qui aime parler d'argent. Et donc, dans ce podcast, évidemment, j'aime recevoir tous les gens qui aiment parler d'argent et a fortiori quand ce sont des femmes. En tout cas, je te remercie de me recevoir. Je viens à peine d'arriver et tu me reçois directement. C'est franchement le top. Alors, on commence par le... Alors, parle-moi un peu de toutes les casquettes que tu as, tout ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter à tous les gens qui te connaissent pas? Alors, Alice, dans le présent actuel, c'est une femme multifacette, c'est moi-même. Je suis consultante digitale pour de grands groupes, par exemple Partouche, voilà. Où j'accompagne donc tous les chargés de marketing, les community managers à aller dans le bon chemin, on va dire, dans la bonne direction. Ça, c'est une de mes casquettes. Deuxième casquette, je suis formatrice et conférencière réseaux sociaux. Hier encore, j'ai été à une conférence. Tu formes sur l'usage des réseaux sociaux. Ok. T'aides les gens à se développer sur les réseaux sociaux, concrètement. Alors, concrètement, les deux promesses, c'est se développer sur les réseaux sociaux et puis apprendre à monétiser grâce à son compte. Okay. Et c'est pour ça que je vais avoir des personas qui sont un peu variés. Parce que si tu veux, je vais parler à des gens qui veulent devenir community manager, des gens qui veulent devenir influenceurs. Et puis, ça va être aussi les coachs, les infopreneurs, les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans. Donc, les approches sont pas tout à fait les mêmes, mais on a quand même cette veine qui est, OK, garder son authenticité pour utiliser le marketing authentique, essayer de faire en sorte d'avoir un message qui est clair, limpide, en utilisant des biais divertissants, des biais pédagogiques, tu vois, et surtout que ça colle à leur ikigai, on va dire, si je peux utiliser des termes un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que la personne elle puisse durer dans le temps, il faut que ça lui plaise, et que ça colle aussi à ce qu'elle sait faire, avec ses moyens humains, moyens de temps, etc. Donc voilà, l'idée c'est un peu faire une recette magique avec ces outils d'aujourd'hui pour aider au mieux ces personnes à se servir de ces algorithmes qui nous permettent de la communication gratuite finalement, si on sait bien s'en servir, pour pas qu'ils se laissent avoir par l'évolution, les innovations et que leurs concurrents leur mangent des parts de marché et que malheureusement plus tard ils se retrouvent dans des difficultés. J'ai beaucoup de commerces par exemple en difficulté qui me contactent dans des centres-villes, qui n'ont pas saisi le virage. C'est mon métier. Tout type de business, alors? Quasiment. Alors après, il y a des business où vraiment, soit ça ne colle pas à mes valeurs, où là, je peux pas, tu vois, c'est personnel. Tu vois, par exemple, je sais pas si je pourrais faire, ça s'est jamais produit, en tout cas, ce contexte-là, mais je sais pas si je pourrais former quelqu'un qui veut mettre en avant sur les réseaux sociaux son abattoir, tu vois, voilà. Typiquement, il y a des métiers où c'est Taya, compliqué. On pense à toi. Et on pense à Taya qui est à côté. Taya, chihuahua d'1,7 kg, très impressionnant. Delphine l'a vue, elle a sursauté tout à l'heure. Tu veux me faire passer pour quoi? Non, c'est la première fois qu'on enregistre à 3 du coup. Mais vous ne l'entendrez pas. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir trouver une solution, en tout cas
aux métiers, aux personnes qui ont des métiers pour qui moi je peux avoir une solution. Et puis, on trouve des pistes, de la stratégie, tout passe par le visuel, la rédaction, l'écriture persuasive, qu'est-ce qu'on va anticiper dans les années à venir, voilà. Et puis, que ce soit un jeu, quoi. J'ai des questions là-dessus, mais avant ça, je vais te laisser aussi finir parce que il y a encore plein d'autres casquettes. Parce que je sais que si on s'embarque là-dessus, après, je te lâche plus. Ouais. Donc, voilà, je te laisse finir sur toutes les casquettes que tu portes. Parce que tu fais de la télé aussi, tu fais de la radio. Donc, on a déjà vu la conférence, on a vu la formatrice, on a vu la prestataire de services conseillère sur des sujets de branding, marketing, réseaux sociaux. Je sais qu'il y a encore des choses. Ouais, voilà. Donc, je suis chroniqueuse sur une émission qui s'appelle Vous êtes formidable, aux côtés de Ariane Brodier. Donc, mon employeur, en gros, c'est France Télé. Tout le monde connaît. C'est une super expérience. Ça me permet aussi d'étoffer justement mon discours à d'autres typologies de public. Parce que l'idée sur France Télé, c'est vraiment de vulgariser au maximum. Donc, c'est un bon exercice pour moi. Tu parles des réseaux sociaux aussi. Ouais. Je parle beaucoup, voilà. En général, les réseaux sociaux, en tout cas les innovations d'aujourd'hui, et il faut que ça puisse parler vraiment à une tranche de personnes de 12 à 25 ans jusqu'à 77, 85 ans, tu vois. Donc, c'est un super exercice. Voilà, ça permet d'apprendre à avoir un discours clair, limpide et vulgarisé. Ensuite, pendant longtemps, j'ai fait de la radio chez France Bleu. Maintenant, on m'appelle moins parce que je fais l'un ou l'autre. Tu vois, c'est compliqué, mais ça m'arrive de venir à la radio, faire des petits témoignages ou des petits tips. Tu vas donner des petits tips. Et puis à côté, moi, j'accompagne des personnalités aussi dans l'ombre, comme notamment Audrey Tcherkov, qui est présentatrice sur BFM Business, qui a plusieurs émissions. Donc, elle a Impact by Tcherkov, où là, elle va recevoir des personnes personnalités, qui ont eu un impact positif, ou en tout cas, quel qu'il soit, sur soit l'économie, soit sur la planète, soit sur la place des femmes. Et là, c'est génial parce que c'est un poste pour moi qui est super challengeant, parce que Audrey, c'est quelqu'un d'hyper inspirant, tu vois. Je vais avoir des femmes comme ça qui m'entourent et à qui il faut trouver une piste, des podcasts. J'essaie de la mettre, de te la présenter aussi, tu vois. J'essaie de la faire rentrer dans les mondes qu'elle ne côtoie pas, en fait. Quand tu dis que tu l'accompagnes, c'est du personal branding, c'est quoi les missions qu'elle te... Alors, en fait, Audrey, si tu veux, c'est un écosystème à elle toute seule. Donc, par exemple, tu vois, elle va m'appeler en urgence. Elle va me dire, Alice, je viens de rencontrer telle personne. J'ai fait tel gros colloque aujourd'hui. J'étais avec tel ministre, etc. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et souvent, on va être dans l'urgence. Il va falloir qu'on trouve rapidement quelque chose pour surfer sur l'actualité avec les moyens qu'elle a, parce que parfois, je suis pas tout le temps avec elle. Moi, j'habite dans le sud. Donc, elle va me donner, je sais pas, telle photo, telle vidéo. Et qu'est-ce qu'on en fait pour que on puisse surfer sur cette, soit visibilité, soit cette actu, tu vois, pour que ça lui serve. Donc, ça va être, qu'est-ce qu'on rédige? Qu'est-ce qu'on poste? Est-ce qu'on fait un montage? Est-ce que, on le garde pour plus tard et on va pas s'en servir pour faire peut-être un album, quelque chose comme ça? En fait, mon rôle, moi, c'est de l'aiguiller sur du contenu qu'elle a déjà, en fait. Parce que je suis pas sa CM sur place, tu vois. Donc voilà, donc aiguiller son vidéaste, par exemple, lui trouver des idées sur comment elle peut communiquer le fait qu'elle est marraine du site d'action, tu vois. C'est des choses comme ça. Donc ça va être un peu comme un ghostwriter, mais c'est un ghost... social media. Voilà, ghost social media, writer. On a inventé un poste là, dans le cas d'Audrey. Je vois. Et puis c'est se sentir moins seul, parce que si tu veux, comme c'est pas du tout son milieu, les réseaux sociaux, l'idée c'est que elle s'y sente à l'aise et c'est assez contre-intuitif pour elle, certaines choses qu'on fait sur les réseaux, nous, tu vois, le fait de délivrer, de parler du perso en story, enfin, c'est des choses qui pour elle, c'est lunaire, tu vois. Donc, j'essaie de trouver un équilibre entre sa limite à elle et ce qui peut faire fonctionner encore plus ces réseaux sociaux, voilà. Donc, quand je l'ai connue, elle avait beaucoup moins d'abonnés. Et puis, mon objectif, c'est qu'elle prenne un abonné, qu'elle se fasse connaître d'une plus grande catégorie de personnes, parce que c'est une femme qui, franchement, mérite d'être connue. Elle est incroyable, inspirante, formidable, tu vois. Et j'adore, moi, travailler avec ce genre de femmes. Voilà. Merci. Alors maintenant, je reviens à ma question tout à l'heure. Ah, super. C'est pas un peu... comment tu décides de te positionner sur une niche qui, moi, me semble, tu vois, ultra encombrée?
Tu vois, tu te mets sur... donc, je vous aide à performer sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est une promesse qui date de bien avant toi. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est ça fait combien de temps que toi-même, tu as... Donc, ça fait quelques années. Mais avant 2019, il y avait déjà, tu vois, des gens qui aidaient à mieux performer sur les réseaux sociaux. Et c'est une des niches qui est avec le sport, le make-up, enfin la beauté, etc. Et c'est quand même une des niches qui est aussi pas mal prise. Comment t'as fait pour te démarquer? Est-ce que, tu vois, c'est quoi le plan stratégique? Alors déjà, il faut comprendre un peu l'histoire. C'est-à-dire que moi, à la base, j'ai un master de com, je suis graphiste de métier. Directeur artistique, c'est ce qu'on donne comme titre dans les agences de pub. Et en 2015, je vais comprendre que mon métier commence à mourir. Il va pas mourir, mais il commence. C'est-à-dire que je vois des outils, c'est un peu les prémices de l'intelligence artificielle. Je vois qu'il y a des automatisations qui commencent à se faire. Je vois que Photoshop, c'est de plus en plus abouti. Je vois que moi, je faisais de l'édition beaucoup. Je faisais des rapports annuels de banque, de packaging, enfin ce que tu vois dans les rayons de magasins et tout ça. Et à côté, j'avais une page d'illustration où j'ai dessiné des petites scènes de vie de nana un peu contradictoires. Celle qui disait, moi, je suis pas maquillée, mais du coup, tu vois son string qui dépasse. Enfin, des scènes de vie rigolotes qui dénonçaient peut-être des injonctions sociales, tu vois. Et j'avais 100 000 abonnés sur cette page Facebook à l'époque, mais j'avais pas du tout réalisé que ça s'appelait l'influence, quoi que ce soit. Enfin, vraiment, je faisais mes petits dessins et c'était marrant, c'était mon passe-temps. Et cette année-là, en 2015, il va y avoir une transition dans ma vie. J'habitais à Casablanca au Maroc. Je vais rentrer en France et cette fois-ci à Montpellier. Et je vais réaliser que il y a peut-être une mutation dans mon métier. Et c'est un client qui va, on va dire, mettre le coup près dans cette décision, qui va me dire, Alice, est-ce que tu peux gérer ma page Facebook? Je vais réaliser qu'il y a un métier. On peut gérer des pages Facebook et se faire payer pour ça. Je savais même pas que ça s'appelait community manager et tout à ce moment-là. Donc, bon an, mal an, je vais évoluer là-dedans. Bon, je te fais en très rapide, consulting. Je vais accompagner des marques, des TPE, PME, etc., grands groupes, machin. Et quelques années plus tard, donc là, on était en 2015, donc tu vois, il y a quand même un gap jusqu'en 2019. Je vais avoir une rencontre qui va être mon mentor, c'est Fabien Prêtre. Donc, lui, pareil, il m'a découvert sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un peu débile en story. Il me voyait faire mes trucs, mes petites danses à la con. Qui est Fabien Prêtre? Fabien Prêtre, alors, c'est mon mentor. C'est un homme très, très inspirant qui est le fondateur d'Easy Flyer, qui a vendu Easy Flyer à Vistaprint il y a maintenant... ça remonte maintenant, ça fait plus de 4 ans, je crois. Donc, homme multimillionnaire qui a, on va dire, révolutionné le monde de l'imprimerie en ligne. Génie. Et donc, des gens comme ça me suivaient, moi, sur Instagram. J'avais compris un peu l'importance d'être soi. Et il avait aimé mon mindset parce qu'il voyait que je venais, en tout cas comme sa fille, d'un milieu assez aisé. Et pour autant, j'aimais travailler. Et il voulait que j'inculque ces valeurs-là à sa fille. Donc, il m'avait proposé que je prenne sa fille en stage. Et donc, je vois sa fille qui débarque dans mon agence de l'époque. Et il vient avec elle. Donc, je reçois en stage, en fait, un big boss, tu vois, et sa fille. Et pendant une semaine, voilà, je leur parle de ma vie. Alors, à l'époque, je faisais beaucoup de marketing d'influence. C'est un stage de 3e, du coup? Oui, on va dire. C'est un stage en fait, semaine, quoi. Spontané, en fait. Ouais. Il voulait, il n'y avait pas d'école derrière. C'était vraiment lui qui m'avait dit, tu prends ma fille en stage, qui s'appelle Alban, qui est adorable. Et donc, je les prends tous les deux en stage. Et il me dit, mais Alice, tout ce que tu nous apprends, c'est de l'or en barre, en fait. Il faut que tu fasses une formation. Et moi, je lui dis comme toi, mais c'est un secteur... j'avais un gros syndrome de l'imposteur. Je suis légitime en quoi? Enfin, il y a déjà trop de monde. Et il me dit, mais au contraire, quand il y a du monde, quand il y a de la concurrence, c'est parce qu'il faut y aller. Et il me dit, t'as une chose très différente des autres, Alice. Et je dis, ah bon, c'est quoi? Et il me dit, mais les gens, ils t'aiment toi, en fait. Les gens, ils achètent pas quelque chose. Ils achètent quelqu'un. Et là, il m'explique en fait à quel point c'est important de remettre l'église au centre du village dans l'infoprenariat et que bien sûr, il va falloir que tu aies une technique et il m'a dit en tout cas, moi... Il va falloir que tu aies quelque chose à vendre. Voilà. Et que cette chose soit en tout cas puisse répondre à la promesse, tu vois, qualitative. Mais il me dit, les gens, tu as ce truc, c'est magnétique en fait, tout le monde ne l'a pas, les gens t'apprécient. Et alors, tu vas peut-être pas plaire à tout le monde, mais tu vas plaire à une catégorie de personnes qui sera ta clientèle. Et moi, je les croyais vraiment pas. Puis, il va y avoir le coronavirus, etc. Je t'épargne cette super période. Et je vais lancer, moi, mon tout premier petit infoproduit. Je fais mon petite lunette de vente toute seule, j'y connaissais rien. Tu vois, j'étais plutôt forte. Ça, tu le lances après le Covid?
C'était en plein dedans. En plein dedans, 2019, fin 2019, début 2020. Donc, tu vois, on est en plein dans la fin du monde. Ouais. Après, moi, j'ai bien aimé le Covid. Et je vais tout faire en organique, quoi. Je vais vendre par mes stories, et puis je vais pas comprendre à quel point ça fonctionne. Et surtout, j'ai des bons retours. Et comme j'ai des bons retours, bouche à oreille. Et j'adore, moi, le marketing de recommandation. Tu n'as rien à faire, les gens te ramènent des élèves. Et c'est pour ça que c'est important qu'ils soient satisfaits. Enfin, et le truc prend une tournure que je ne pensais pas. Après, moi, mon amour, quand même, c'est la prestation de service. Donc, j'abandonne pas mes clients à côté parce que moi, j'aime me sentir utile pour des groupes aussi, même si j'aime me sentir utile pour des individus. Mais j'aime voir quelque chose d'assez grand se passer, tu vois, comme par exemple tout un écosystème de comptes sur les réseaux qui, d'un coup, changent en même temps. Pour moi, il y a une reconnaissance. Donc, j'ai toujours fait se joindre ces deux activités, on va dire, en parallèle. Et donc, voilà, je me suis mis là-dedans grâce à ce monsieur qui m'a fait prendre conscience que moi aussi, je pouvais avoir ma place. Et ça continue de fonctionner depuis tout ce temps, quoi, de manière souvent beaucoup organique. Donc, je suis ravie. Et pourtant, tu donnes l'impression d'être une femme pleine de confiance aujourd'hui. Ouais. Donc, visiblement, il y a eu des étapes. Tu n'es pas née pleine de confiance. En tout cas, tu n'as peut-être pas grandi ou tu n'as peut-être pas été jeune pleine de confiance. Je voulais revenir sur un peu plus ton enfance, ton parcours. Donc, tu as dit tout à l'heure que tu venais d'un milieu aisé, plutôt. Ouais, plutôt. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Parce que je sais que moi, j'aime bien questionner les gens là-dessus parce que je veux savoir s'ils sont complètement à l'aise avec, justement, je suis née avec plus d'avantages, en fait, que les autres. Oui, moi, clairement, je le dis, j'ai eu plus d'avantages que la moyenne des Français. Donc, bon, alors, oui, non. C'est-à-dire que je suis née avec un handicap, mon frère aussi, j'en parle beaucoup dans mon livre qui va sortir en septembre. Je suis née avec le désavantage d'avoir... alors moi, c'est un tout petit handicap, on appelle ça un léger handicap invisible. Je suis malvoyante de l'œil gauche, mais comme je suis née comme ça, si tu veux, à part qu'il y a des gens qui me disent « Ah, tu m'as snobé, on s'est croisés à la gare, tu ne m'as pas vu. » Eh ben oui, je ne t'ai pas vu, en fait. Donc, je ne snobe personne. Si jamais vous me reconnaissez un jour dans la rue que je ne vous calcule pas, c'est que je ne vous ai pas vu. Voilà. Mais je suis née comme ça, donc pour moi, ça n'a pas vraiment été un handicap. Ça a été plus un handicap pour mon frère, qui avait un albinisme oculaire, qui ne peut pas conduire, qui a eu des difficultés à s'insérer dans la société, bref. Et moi, je grandis dans le 92, département des Hauts-de-Seine, département le plus riche de France. Voilà, faut le dire la vérité. Mais mes amis à l'école, c'était des fils de tout ça. J'ai pas eu de souci avec ça. Moi, mon père venait d'un milieu ouvrier. Il a fait ses armes. Petit à petit, il est devenu quand même vice-président de Thales. Voilà. Ok. Donc, et prof à HEC et auteur de plusieurs best-sellers dans la négociation. Tu vois. Donc, j'ai mon papa qui a été dans le business international comme ça, représentant Thales à l'OTAN, l'ONU, le Parlement européen, etc. Et de l'autre côté, une mère psychosociologue qui était spécialisée dans notamment l'accompagnement des jeunes adultes et des étudiants via un parcours qui va être analysé, si tu veux, psychologiquement pour trouver sa voie. Donc finalement, c'était rigolo d'avoir ces deux prismes, le côté très social de ma mère, le côté très business de mon père. Et j'en ai fait, moi, un mix, en fait, à ma sauce, évidemment. Et toi, quand tu as grandi, il y avait déjà de l'argent à la maison ou tu as connu une certaine évolution si tu veux, ça n'a en tout cas pas été un souci. Je pense que mon père a eu une évolution parce que jusqu'à ses 40 ans et quelques, il était en train de rembourser encore son MBA qu'il avait fait aux États-Unis parce qu'il avait payé des bonbons en fait ses études. Mon père, donc il vient d'un milieu ouvrier, mais par contre il a fait des hautes études. Des hautes études. Okay. Le MBA, il a fait jeune ou il a fait un MBA plus tard dans sa carrière? Non, il a fait les arts et métiers, ingénieur, puis après il est parti en commerce international aux États-Unis. À Boston, et tout ça à chaque fois avec des fonds où il faisait des prêts bancaires en fait. Et c'était des grosses entreprises, des grosses banques qui payaient avec, je sais pas comment ça se passe à l'époque, mais il devait y avoir quand même des cotisations mensuelles très élevées, tu vois. Et toute sa vie, il a remboursé, enfin je l'ai toujours vu rembourser et son crédit de l'appartement dans lequel on vivait et son crédit étudiant, tu vois, jusqu'à ses 45 ans, tu vois. Et plus tard, j'ai vu qu'il y a eu un switch, c'est-à-dire que quand nous, on a été ados avec mon frère à peu près, d'un coup, on avait plus de moyens. Mais on a été aisés quand même, tu vois, on habitait dans un appartement de 130 mètres carrés dans le 92, tu vois. Enfin, c'est déjà énorme. Les gens ne réalisent pas, mais ça vaut 1 million d'euros, ce genre d'appartement, tu vois. Alors peut-être qu'à l'époque, ils l'ont pas acheté ce prix-là. Ils ont dû faire une plus-value parce qu'entre-temps, le marché a évolué, il y a eu de la fluctuation du prix au mètre carré, mais quand même, tu vois, il fallait pouvoir habiter là. Moi, je faisais du poney
dans le 92, tu vois. J'avais des cours de GRS, des cours de peinture à l'huile, des cours de chant, enfin... J'aime bien, tu dis ça avec l'accent. Ah mais non, mais parce que les gens dans ma famille parlent comme cela. Évidemment, on est dans le 92, tu vois. Non, et d'ailleurs, j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui parlaient avec la patate chaude. J'aime beaucoup. J'ai un personnage qui s'appelle Anne-Marie-Madeleine Lafourcadière. Mes abonnés l'adorent. Anne-Marie-Madeleine est toujours ravie de parler aux petites gens comme moi. Donc, j'aime beaucoup. Dans la fratrie, t'es... La deuxième. La deuxième. La deuxième. Excusez-moi, j'ai tapé le micro. Comment tes parents ils vous ont élevé du coup? C'était en mode vous allez vous faire tout seul, en mode je sais pas dire non. Comment c'est? Alors mes parents, on a une super éducation avec mon frère. Du coup, bizarrement, on était dans ce milieu aisé, mais nous, on a été élevés hyper simplement. Donc, du côté de ma mère, ce sont un peu, tu sais, ce qu'on appelle des bobos écolos, gauchos. Voilà, donc ma mère... Gaucho bobo écolo. Voilà, gaucho bobo écolo du côté de ma mère, qui vient d'un milieu aisé. Elle, pour le coup, elle a grandi à Sceaux, Parc de Sceaux, etc. Mais alors, on est des croissants à mort, on est hyper écolo, on fait caca dans la sûre, on a des poules, machin. Et mon père, lui, vient d'un milieu ouvrier et veut se sortir les doigts des fesses et veut gagner plus de revenus, etc. Donc, en fait, je suis un peu dans ces deux... Attends, d'ailleurs, je t'interromps, quand ils se rencontrent... C'est à Thalès. Ouais, mais finalement, déjà, en fait, ils ont déjà le ouais. même... Enfin, ouais, quand ils se rencontrent, la différence de milieu ne se... ça se perçoit quand même. Ah si, totalement. Si, ma mère a pensé... Enfin, des fois... C'est un plouc. C'est un plouc. Et à l'inverse, mon père, il disait, mais... C'est une bourge. Ils font que mentaliser, tu vois, dans les repas de famille. Si, il y a eu des grosses disparités entre mes parents et leur vision de la vie, si tu veux, même dans leur façon de réagir. Mais c'était, pour moi, très intéressant parce que maintenant, je comprends tous les milieux, si tu veux. Je suis un caméléon. Tu vois, je peux matcher avec des milieux bourgeois, comme j'ai plein de potes qui viennent de milieux extrêmement modestes, et je comprends. Et donc, pour revenir à ta question sur l'éducation, mes parents m'ont appris le mérite. Tu vois, on n'avait pas la cuillère en or dans la bouche. Par contre, tu vois, si je voulais de l'argent de poche, j'allais nettoyer la voiture. Et moi, j'aimais bien travailler. J'adorais le mot travail. Pour moi, c'était quelque chose de galvanisant. Petite, ma mère a retrouvé des lutins. Je sais pas si tu vois, c'est des pochettes avec des feuilles transparentes. Oui. Des lutins où j'avais créé l'association AT, Association de Travail. Je l'avais appelé AT, tu vois, j'avais, je sais pas, 8 ans quand j'ai créé ça. En fait, j'avais un petit questionnaire où je posais des questions aux gens, ton nom, ton prénom, ce que tu veux faire plus tard, ce que t'aimes dans la vie, mais des trucs insensés, quoi. J'ai retrouvé ça avec ma mère, on en a beaucoup ri parce que elle faisait un peu ça, elle aussi dans son métier, tu vois. Moi, je jouais à la bibliothécaire quand j'étais petite. Ah voilà. Tu sais, je mettais des fiches dans les bouquins et je les tamponnais. On avait un tampon, trop bien. comme à l'époque à la bibliothèque. Et mes neveux, donc 25 ans après, retrouvent encore des vieux livres avec des fiches à l'intérieur et les sortent. Je fais, c'est Tata Delphine. C'est génial. Mais tu vois, ces jeux d'enfants, ils sont formidables parce qu'ils t'aident tellement à te comprendre plus tard. Parce que finalement, tu changes pas tant que ça. Ah, je sais pas, moi, je suis loin de la bibliothécaire quand même. Ouais, mais t'as un côté registre, index des gens. Tu vois, tu veux indexer peut-être quelque chose. T'as un côté bibliothécaire peut-être. Ah, je sais. Mais tu vois, j'ai pas fait ce côté-là de la psychanalyse. Il y a un truc à aller creuser. Ah, mais les enfants, enfin, ton enfant intérieur, il te dit tellement de choses sur toi. Moi, c'était le bordel, hein. Dans ma chambre, il y avait 15 000 tiroirs ouverts. Il y avait les petits malins. Il y avait les Lego. Il y avait les instruments de musique. Et finalement, c'est ma vie actuelle, tu vois. Là, par contre, j'aime bien les choses bien rangées. Là où t'as raison, c'est j'aime l'ordre, j'aime la rigueur, j'aime les choses bien rangées. Je t'ai entendu dire dans une interview que plus que le luxe, t'aimais le beau qu'il y a dans les choses bien ordonnées, bien rangées. Tu vois, par exemple, t'aimes bien voyager dans des beaux endroits, mais c'est parce que là où tu poses ton regard, c'est beau, c'est bien rangé. Tu vois, il y a une certaine idée de l'ordre, et je pense, tu vois, ça apaise ton esprit, etc. Et je me suis tellement retrouvée là-dedans parce que moi, j'adore les endroits où récemment, je suis allée et à Bali et à Dubaï dans l'espace de 2 mois. Tu vois, genre le paradis des entrepreneurs, etc. Et en fait, il y en a un, c'est le chaos, la jungle, la nature, et l'autre, c'est l'ordre, la propreté, la discipline. Et clairement, j'ai préféré Dubaï parce que ça correspond plus à ma personnalité. Jeune, j'adorais Bali, mais en fait, non, aujourd'hui, c'est 1000 fois Dubaï. La propreté, l'ordre, le calme, ce qui est rangé, ça, oui, ça correspond à ma personnalité. Mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que pour le coup, moi, je suis clairement une bordélique. Mais je suis toujours en couple, d'ailleurs, mes mecs, c'est toujours des maniacos. C'est eux qui nettoient la maison. J'adore les hommes maniaques. Comme ça, je n'ai rien à faire. C'est formidable.
Et j'adore le rangement, mais j'ai du mal à ranger parce que j'ai tellement d'idées dans ma tête. Je suis un peu une artiste, tu vois. Donc, je suis dans mes préoccupations personnelles et j'ai besoin de ce rangement, en fait. Et je comprends que tu en aies besoin. Et pour le coup, je crois que je suis pas attirée par Dubaï, moi. Ce serait peut-être trop pour moi. Tu vois, il y a un côté, et Bali, je crois que ce serait trop aussi, tu vois. La France a un bordel organisé, tu vois. Pourtant, j'ai vécu à Casablanca, un gros bordel. Faut imaginer, c'est Bali fois 1000, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là, débrouille. Mais tu vois, je me suis vite rendu compte que je sais pas si je pourrais y rester tout le temps. Donc, je peux comprendre ton envie de cadre et de structure, surtout quand on arrive à un certain stade dans sa vie où l'esprit est vraiment débordé, charge mentale, t'as des responsabilités, et à un moment donné, t'as besoin de structure. Et je comprends. Tes parents, ils avaient des projets pour toi, tu vois, typiquement scolaires, études Non, hyper cool. Mes parents, ils voulaient que je sois heureuse. Vraiment enfin, moi, je le dis souvent, hein, j'ai eu un baudrier d'amour. Mes parents m'ont fait confiance. En plus, j'étais pas une petite fille problématique puisqu'ils étaient plutôt concentrés sur mon frère. Donc moi, j'essayais de pas montrer qu'il y a des soucis ou quoi. J'essayais d'être forte. J'étais toujours déléguée de ma classe. Allez, on y va les gars. Toujours la locomotive de la classe. Tu vois, je défendais les opprimés. J'étais Robin des Bois de temps en temps. Et attends, excuse-moi, je t'interromps parce que aujourd'hui, l'image que tu renvoies, c'est une femme qui aime casser les codes, que ça dérange pas de déranger. Ouais. Et t'étais plutôt la petite fille modèle je cassais les codes un peu. Hein. Tu vois, par exemple, j'allais défendre les opprimés. Je me rappelle de conseils de classe où, par exemple, le sujet, c'était est-ce qu'on va virer Nadir parce qu'il a fait telle connerie, etc. Et moi, je venais à la table, je disais, vous ne devez pas virer Nadir. Ses parents sont en conflit en ce moment à la maison. C'est pour ça qu'il est turbulent, etc. Je défendais les opprimés. Donc, finalement, c'est pas si loin. Hein, tu vois, j'aime pas qu'on me mette dans une case et j'aime pas qu'on mette les autres dans des cases, tu vois, je veux qu'on leur laisse une seconde chance, et j'avais le choix d'avoir la liberté d'expression, moi, dans ma famille. Donc, je voulais, pour ceux qui n'osent pas, pouvoir le faire à leur place. Donc, en même temps, tu vois, de peu d'expérience, je veux pas dire, et puis je n'ai pas de diplôme en psychologie, etc., mais tu vois, de mon expérience, les frères et sœurs de personnes handicapées ont souvent ce truc de, les parents ont déjà suffisamment à faire. Oui, c'est ça. Et peut-être que moi, je peux leur éviter des problèmes. Donc, tu vois, je vais être sage, je vais être tranquille, etc. Et vraiment endosser. Ou alors, je vais être le rigolo, je vais être le. Je suis la rigolote, tu vois. Ouais. Donc, t'as un peu endossé ce personnage, mais en tout cas, t'as pas eu à déconstruire j'étais une petite fille sage et puis je deviens une femme qui s'assume, qui n'a pas peur de la stigmatisation, des préjugés. On en reparlera un peu plus tard, mais. C'est intéressant, ouais. Alors, j'étais sage quand même. Enfin, j'ai toujours eu de bonnes notes. Enfin, mon parcours scolaire, il est il est moyen bien. Tu vois, il est mention bien, moyen bien, voilà. J'ai jamais été collée, j'ai jamais été en permanence. T'as pas fait de crise d'ado? Si, grosse crise d'ado, mais pour d'autres raisons, parce que j'ai eu une puberté très très violente avec un corps que j'avais pas du tout prévu. Je suis passée de Dora l'exploratrice à Fiona dans Shrek, si tu veux. Donc, en 6 mois, même ma mère m'a dit, j'étais choquée. Quel est ce truc, ce Gremlins là qui est en train quel âge? À 12 ans et demi. En fait, j'ai eu mes règles à 12 ans et demi, c'est... Et voilà, on n'est pas prêt. J'ai fait de l'hirsutisme, j'étais une femme à barbe. Mes hormones, ça a merdé. Puis j'ai commencé à faire mes premiers régimes, yo-yo. Je tombais dans l'anorexie boulimie, 7 ans pour m'en remettre. Enfin, voilà. Et je pense que du coup, cette crise d'ado, j'étais en colère parce que j'en voulais à mes parents d'exister déjà et puis d'avoir ce corps parce que je leur faisais porter la responsabilité. Et donc, j'étais pas très agréable. Par contre, ça a été assez court, mais intense. Voilà, ma mère s'en rappelle très bien et me disait, c'est ça qui était terrible, comme elle était psy, mais c'est formidable, tu fais une crise d'ado, c'est génial, t'es en train de couper le cordon. Et j'étais là, mais toi, je vais te défoncer, maman, mais c'est génial, continue de m'insulter, ma fille. Tu vois, c'était drôle parce qu'elle prenait un recul, ma mère, bon, ça n'a pas dû être facile pour elle, mais heureusement, elle avait le bagage psychologique et professionnel pour comprendre que, au contraire, c'était bien, tu vois. Mais avec le recul, maintenant, je dis, maman, j'ai tellement été une garce avec toi et je m'en veux tellement, si tu veux. Mais voilà. Apparemment, ça a fait de moi une personne à peu près saine d'esprit. Il paraît qu'elle est nécessaire, la crise d'ado. Donc, écoute, chez moi, elle a fonctionné. Quand t'es jeune, donc tu travailles pour avoir de l'argent au sein du foyer, hein, tu vois. Est-ce que t'as fait des études? Ouais, j'ai fait un master de com à Paris, à l'ECV Paris. Ok.
Donc, la bonne élève fait des études, etc. Et c'est ça qui t'amène à être community management ou il y a quelques... tu vois... En fait, comme je t'ai expliqué, donc je vais faire. Pardon, et graphiste designer entre les deux, ouais. Voilà, je vais faire graphiste, je vais faire quelques expériences dans des agences de publicité. Je vais bosser pour des trucs comme Jaguar, Inouï, parce que j'étais au Maroc. Inouï, c'est comme le Orange du Maroc. Si tu veux. Enfin, c'est un opérateur téléphonique. Je vais avoir des trucs trop bien. Maserati, j'ai bossé pour Maserati à Casablanca et tout. Et en fait, je vais me rendre compte que T'as un lien avec Casablanca ? Ah bah gros lien. J'étais en couple avec un Marocain là-bas. Ok. En presque 6 ans. En fait, au début, ça commence à distance, puis après, je déménage et je vais rester environ 4 ans à Casa. Et ça va être la pire relation toxique de ma vie. Et si tu voulais la réponse de comment je suis devenue cette femme-là, c'est surtout cette relation-là. Parce que quand tu as eu peur de mourir, quand tu t'es fait traiter de sombre merde et qu'on t'a demandé au cas où si tu avais envie de te jeter du 6e étage et que ta volonté t'a fait rester sur Terre, il y a plus grand chose qui peut te faire peur. Mais ça, souvent, je le raconte beaucoup. À la base, c'était pour ça que les gens me suivaient sur les réseaux. Parce que je leur ai raconté ma relation d'emprise qui va induire évidemment des troubles comme les TCA. Troubles du comportement alimentaire. Voilà, TCA, troubles du comportement alimentaire et plus particulièrement anorexie, boulimie, je tiens à insister. Parce que dans les relations d'emprise, souvent, il y a cette espèce d'ambivalence entre je contrôle, je perds le contrôle, etc. Et puis, ça va induire forcément un manque de confiance énorme. Et toute ma construction va se baser sur mais en fait, où est justement la Alice d'avant ? La Alice du conseil de classe qui défendait Nadir, tu vois. Et je vais finir par petit à petit vouloir retrouver cette Alice. Et je pense que je suis largement redevenue cette Alice. Voilà. Je touche mon petit chien parce que elle y est pour beaucoup et mon ancien chien aussi y était pour beaucoup. Les animaux ont une place prépondérante dans ma vie, m'ont aidé à tenir le coup pour rester les pieds sur terre aussi, et dans la maladie et dans la relation d'emprise. C'est pour ça que les gens me disent tout le temps, mais pourquoi t'es tout le temps avec ton chihuahua ? C'est pour faire Paris Hilton. Et non, c'est mon socle, c'est ce qui me ramène sur terre parce que moi j'ai tendance à, tu vois, voilà. Quand tu fais ces études-là et que tu commences à travailler en tant que designer et tout, tu travailles pour des belles marques, j'imagine que tu travailles en agence ou t'es pas freelance à l'époque ? Non, c'était en agence, c'était directrice artistique. Et donc tu le fais en France, tu le fais ensuite à Casa... Ouais, surtout à Casa, ouais. Essentiellement à Casablanca. À cette époque-là, t'es contente de ton parcours ? Tu te dis bon, c'est un bon début, mais ou tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, parce que en fait tu viens d'une famille aisée et peut-être ça met une forme de pression aussi sur je voudrais avoir moi je sais que je voulais avoir le même salaire que papa, quoi. Ouais, un peu, ouais. Je pensais que j'aurais ça en fin de carrière. Bon, j'ai revu mes ambitions à la hausse, mais effectivement j'avais ce truc de au moins la même chose qu'eux. Et est-ce que, d'où les études que j'ai faites, etc. Et est-ce que à ce moment-là, t'es fière, c'est pas un sujet, ou comment tu vois les choses ? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que y a vraiment une réalité. Déjà, quand tu grandis dans l'argent, tu sais combien coûte un ostéopathe qui n'est pas répertorié, mais tu t'en fous parce que tes parents ils le payent, ou un homéopathe. Alors moi j'avais pas besoin de trucs de marque ou de yacht ou de chalet à Megève, tu vois, tout ça n'avait aucune importance, mais j'avais quand même conscience que en effet l'argent nous avait permis des choses comme des activités, tu vois, ou comme des soins qui ne sont pas des soins remboursés par la Sécu, et j'avais réalisé que en effet, avoir de l'argent, c'était une forme, je précise, de liberté. Donc, c'est clair que je voulais gagner de l'argent. Alors, j'avais même pas pour ambition de gagner autant que papa, parce que pour moi, c'était juste inconcevable. Pour moi, il était trop brillant. Ton papa et mon papa devaient peut-être pas gagner la même chose non plus. Je sais pas. Non, il était pas numéro 2 de Thalès, mon papa. Voilà. Bon. Mais c'est très bien et je l'aime beaucoup et il a beaucoup de valeur. Voilà. Non, mais voilà. Non, mais après, je sais pas c'est ce qu'on appelle beaucoup, pas beaucoup, mais voilà, c'était des trucs à 5 chiffres par tous les mois, tu vois, et pour un salaire, je trouvais ça énorme, déjà. Et en plus, j'avais pas du tout la pression. Moi, mon père m'avait dit, t'inquiète pas, ma fille, si tu veux ne pas travailler, moi, je t'ai mis une assurance vie, tu peux être à la retraite demain. J'étais là, ok. Mais c'est intéressant, ça. Mais ça joue sur toi? Parce que Alors, ça a beaucoup joué sur mon audace. Et ça, je le dis souvent. C'est que la chance que j'ai, et qui est différente, c'est que finalement, moi, je me suis tout fait toute seule, mais j'ai toujours eu cette petite voix qui disait, au pire, on est là. Il paraît que ça fait une énorme différence. Et ça joue énormément. Et c'est pour ça que je dis que je suis privilégiée. C'est-à-dire que c'est là où c'est pas juste. C'est-à-dire qu'une personne
qui a autant de talent que moi, qui a les mêmes études que moi, qui a les mêmes contacts que moi, qui a tout pareil que moi, mais elle n'a pas cette petite voix qui dit « au pire, on est là », ben, c'est pas juste. Ça veut dire qu'elle se dit « ok, mais moi, si je me plante, je vais tomber ». Mais c'est là où on voit aussi que des profils comme Anthony Bourbon ou des gens qui ont explosé, quand tu n'as pas cette voix qui dit « on est là », je pense que tu as encore plus la niaque. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de te tromper. Et moi, je pense que si je me suis fait beaucoup avoir dans ma vie, c'est que justement, comme j'avais cette petite voix qui me disait « t'inquiète pas, on est là », je laissais rentrer un peu n'importe qui, un peu n'importe quelle opportunité. Et puis, comme j'étais en pâte, tu vois, je disais « oh, mais le pauvre, peut-être qu'il a raison, peut-être que sa solution, elle est bonne. » Et je me suis fait entuber. Et mes parents étaient là, mais c'est pas possible. Sur la thune ou de manière générale? Beaucoup la thune. De manière générale, mais beaucoup la thune. On m'a arnaqué 576 000 € dans ma vie. Ah, t'as le compte précis? Ah oui. Parce que c'est une arnaque ou c'était Non, plein d'arnaques. Ah oui. J'ai fait un prud'homme, une arnaque dans le milieu de la musique. Enfin, j'étais vraiment la bonne poire. Alors, c'est super parce que pour l'économie de la France, c'est génial. J'ai donné beaucoup d'argent à plein de gens, tu vois. T'as additionné. Ouais, on en avait parlé. Comme je suis en train d'écrire mon livre, tu vois. Ah, ok. Voilà. Mais alors, en fait, tu le sens pas comme. Bon, là, quand je te dis 576 000 €, ça pique. Parce que forcément, c'est quoi comme type? C'est intéressant de. Ça va être, tu vois, par exemple, je vais investir dans un projet audiovisuel. Je voulais sortir, par exemple, un court-métrage sur les violences conjugales. Mm-hmm. Magnifique. On fait venir Rico, qui est un réalisateur des États-Unis, qui a été plusieurs fois primé dans des festivals de court-métrage. Ils viennent, on fait le tournage, je vais prendre des acteurs, des machins et tout. Ça va me coûter entre 70 000 et 75 000 €. Ce projet est génial. Cet argent-là, c'est ton argent? C'est mon argent. Bien sûr, je vais tout payer, tu vois, je vais tout produire, etc. Et c'est un projet qui me tenait à cœur parce que la violence conjugale, de manière générale, c'est un de mes combats, avec d'autres combats. Mais comme j'ai connu, moi, la violence dans une relation d'emprise, surtout la violence des mots, c'est assez terrible. C'est une cause qui m'a toujours animée. Donc, j'avais ce projet en tête, il y a des acteurs, etc. Et pas de chance pour moi, un de mes acteurs, qui est une personne très connue de la télé-réalité, on est sur la dernière journée de tournage. Et sur TPMP, il y a une nana qui dit « ce mec-là aurait eu des rapports non consentis avec des filles mineures ». Et là, je dis « mais c'est pas possible. Je ne peux pas tourner avec cette... Et je ne peux surtout pas sortir le court-métrage ». Donc bon, là, on n'est pas encore dans de l'arnaque. Ok, c'est moi de mon plein gré qui décide d'arrêter le projet. C'est pas possible, ça ne colle pas avec mes valeurs, je peux pas. Je suis pas prête à tout pour faire de l'argent. Parce que forcément, là, j'aurais sorti dans ce même moment mon court-métrage, mais ça aurait explosé parce que c'était en plein dans le buzz. Je suis pas prête à tout pour le buzz. En plein dans le buzz, oui, mais ceci dit, même un an après, ce genre de truc reste. Ah non, mais je peux plus le sortir. Ouais. Je voulais quand même récupérer, en tout cas, ce court-métrage que j'avais payé. Il y avait tout, quoi. L'ingé son, le perchman, le machin. Enfin, tu te rends bien compte que c'est une production de film. Même si c'est un film court, c'est une production de film. Et le gars, qui était le réal exécutif, je ne sortirai pas son nom, puisque on a encore des soucis, puisque voilà, disparaît dans la nature, me dit qu'il a des problèmes avec sa femme, finalement il est interdit de territoire, il part aux États-Unis, et donc moi j'ai une reconnaissance de dette où je suis quand même censée récupérer mon film. T'es d'accord avec moi? Walou, jamais récupérer mon film. Pas une seconde de film, tu vois. Et des histoires comme ça, dans la vie d'Alice, il y en a plein. Mais bon, après, je le prends vraiment avec le sourire, parce que j'ai la chance d'avoir la petite voix, toujours, et j'ai toujours su rebondir, parce que pour moi, l'argent était une énergie. C'est-à-dire que, bon, il m'est arrivé cette merde-là, j'ai raconté cette merde-là, j'ai tissé un lien avec quelqu'un d'autre, on a commencé un nouveau projet qui m'a rapporté beaucoup plus que ce que j'ai perdu, tu vois. Donc, je me dis parfois, peut-être même c'est le destin, en fait. À chaque fois, je perds quelque chose et il m'arrive quelque chose de formidable derrière. On me dirait que je suis un peu comme le pantin du curseur de la vie, tu vois. Et je sais pas, je suis la petite aiguille, tu sais, à chaque fois qu'il fait tac, tac, tac. Alice, elle est là, sur cette aiguille, et à chaque fois, elle oscille. Et on dirait que pour que ça marche là, il faut qu'elle se prenne un mur là. Et c'est toujours comme ça. Et je vis avec cette réalité, et c'est pas grave, c'est OK, tu vois. Parce que, encore une fois, je sais que j'ai cette chance de me dire que au cas où je serai jamais à la rue. Et je sais que c'est une chance. Parce que je peux me relever au cas où. Voilà. T'es très lucide en disant ça. Ouais. J'ai le même parachute que toi, avec des parents qui étaient probablement moins aisés, mais c'est quand même un parachute. C'est un parachute. Et faut pas être hypocrite. C'est un atout. Effectivement, ça met aussi dans une forme de confort qui, des fois, est un peu trop confortable. Moi, tu vois, je me dis que... Voilà, si j'avais eu un petit peu plus d'urgence, j'avais ressenti un peu plus d'urgence, peut-être que j'aurais fait des choses un peu différemment, peut-être que je serais allée plus vite. Et en même temps, c'est facile de voir que ça a pu me desservir.
Mais je mesure pas à quel point aussi ça m'a permis de faire ce que j'avais envie de faire en sécurité. Il y a peut-être plein de choses que j'aurais pas fait si je savais pas que effectivement je pouvais retourner chez papa-maman si jamais il y avait un problème. Moi j'ai entrepris à 24 ans, j'ai perdu 30 000 balles dans le truc. Combien de jeunes de 24 ans se disent bon bah j'ai perdu 30 000 balles quoi. Ouais. Donc ouais, c'est vrai. Pas beaucoup. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité de perdre 30 000 balles dans une entreprise, dans un business à 24 ans quoi. Donc non, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Donc, jusqu'à Casablanca, t'as un job normal avec un salaire normal. Ouais, même pas top, parce que du coup, bon, même si je suis expat, je touche en tant que directrice artistique, où il y a quand même des graphistes en dessous de nous, je dois toucher un truc comme... 1800 euros, je crois, à l'époque, ou 1600. Alors, c'est énorme pour le Maroc. Enfin, il faut imaginer que le SMIC là-bas, en tout cas à l'époque, quand j'y suis, je crois qu'il est de 400 euros. Donc, c'est comme si, enfin, je suis une Suisse, tu vois. Voilà. Mais sauf que, et en plus, la vie n'est pas très chère. C'est-à-dire que, en fait, grâce à cette expérience au Maroc, je vais quand même mettre pas mal d'argent de côté. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, tu n'as pas besoin d'avoir une voiture, tu vas payer un chauffeur qui t'attend le matin, il a un taxi, tu vois. Ça te coûte 7 dirhams par jour, tu vois. 7 dirhams, ça fait 70 centimes d'euros à peu près, tu vois. Donc, les transports sont pas chers, le petit-déj n'est pas cher, enfin, le café n'est pas cher, rien n'est cher. Finalement, ça te permet de maintenir un standard de vie. De base, ouais. Alors que si tu avais été finalement graphiste en France... Ah, mais c'est clair. T'aurais pas le chauffeur, peut-être t'avais une belle maison, un bel appart à Casablanca. Un appart de 150 mètres carrés. Oui, bah clairement, avec un salaire, tu vois, si on fait un équivalent français à 2500, 3000 euros par mois, on n'a pas un appart de 150 mètres carrés. Enfin, les chiffres ne sont pas bons, Kevin. Donc, donc non, en fait, ça te permettait de maintenir un lifestyle. Alors, j'imagine que c'est peut-être pas pour ça que t'es allée à Casablanca, mais en tout cas, tu maintenais ça. Peut-être, je sais pas si ça a joué pour toi, mais ça permet aussi de te sentir, tu as maintenu dans ce cercle social, en tout cas ce niveau de vie que tu avais fait connaître tes parents. Bah, en fait, ce qui est très particulier avec cette vie à Casa, à la base, c'est pas du tout prévu. Mon frère avait fait un échange universitaire, il était à l'ESCA en France, donc école de commerce. Il fait un échange là-bas à l'ESCA du Maroc. Je viens le voir en vacances. Je me mets en couple avec un gars de sa classe qui, en fait, m'a complètement embobiné. Moi, j'avais 17 ans à l'époque quand je le rencontre. Il avait une double relation, enfin... Moi, je suis son pantin, je m'en rends pas compte du tout, je suis hyper naïve. Et je vais aimer le Maroc pour ce côté, justement, où il n'y a pas trop de dogmes, en tout cas, je pense au départ. Il n'y a pas trop de pays assez libéral, au final. C'est très... ils ont un truc qu'on a perdu en France. Tu vois, par exemple, dans les soirées, c'est soirée guitare, jeu de cartes. Tu vois, j'avais plus ça, moi, en tout cas, dans les potes que j'avais à l'époque. Et donc, je vais essayer de croire que c'est mon fantasme, tu vois. Tu vas fantasmer une vie de bohème au final ? Ouais, peut-être. En fait, je vais sortir de ce truc-là et je vais finalement rentrer dans ma prison dorée sans le savoir. Mais j'adore le Maroc. J'ai toujours, là, par exemple, je suis en train de préparer des conférences là-bas. J'ai gardé une très très bonne relation avec le Maroc, mais j'ai réalisé aussi que parfois, j'y allais pas pour les bonnes raisons. Et c'est pour ça que je vais m'enfermer dans cette relation d'emprise. Parce que comme moi, j'avais des parents très cool, je vais me mettre avec un mec qui me met un cadre, mais c'est complètement extrême. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais des parents qui me disaient tu peux tout faire, tu peux aller où tu veux, tu peux ci, tu peux ça. Là, je suis avec un mec qui me dit une femme, ça doit pas faire ça, une femme, ça doit pas porter ça, une femme, ça doit pas aller là-bas. Ben, je connaissais pas moi tout ça, et je vais penser que c'est ça la norme, être en couple. J'avais jamais été en couple avant, et voilà, donc je vais m'enfermer dans... T'es encore traumatisée à ce moment-là de tes blessures d'adolescente, ah oui, la fameuse Fiona. Ah ben justement. Genre, en fait, t'es trop content que quelqu'un s'intéresse à toi. Exactement. T'as tout compris au schéma. Et c'est comme ça que l'emprise est née. C'est que lui, il l'a compris. Il a dit, ah, cette fille-là, il y a personne qui veut d'elle en France. Moi, je veux dire que c'est la plus belle, machin. Moi, je tombe dans le filet de la lune de miel, ce que j'appelle la lune de miel, c'est-à-dire, tu vois, cette profusion d'amour où le pervers narcissique, en tout cas, la personne qui a une forme de triade noire, comme on dit, va commencer son plan machiavélique, mais c'est complètement inconscient. Hein. Lui, il est comme ça, mais je pense pas qu'il se dit tous les matins, je suis un PN. Tu vois, il est dans un... Lui-même, il a ses propres blessures narcissiques de l'enfance qui l'ont rendu comme ça. Et je vais rentrer dans ce schéma où, ah là là, il est tout plus vieux que moi, gna 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 gna.
On l'a toutes fait, les filles. Voilà. Pas du tout. Pas du tout. On s'est jamais laissé embobiner. Qui n'a pas rêvé le mythe dirty? Moi, j'appelle ça le mythe dirty dancing. C'est tout le monde veut son Patrick Swayze, le gars qui a 10 ans de plus que toi. En plus, il est prof dans le prof de danse, dans le club et tout. Et je tombe dedans, moi, direct. Voilà, je vais m'enfermer là-dedans. Mais donc cette relation est assez perfide. Je vais être sa maîtresse. Enfin, c'est très complexe le schéma. Mais à côté, le Maroc va me permettre des choses que la France m'aurait jamais permises. Quand tu sors d'un master de com à Paris, chez DDB Paris au Publicis, on te demande de faire des cafés. Là, j'étais directrice artistique junior, puis après directrice artistique très rapidement. On me donnait des gros dossiers, tu vois. Faut savoir ce que c'est un rapport annuel de banque. C'est peut-être 600 pages de com financière où si tu te trompes sur une ligne, t'es mort, tu vois. Et pour des banques comme Attijari Wafa Bank, qui était une des plus grosses banques du Maroc. Enfin, j'ai fait des expériences comme ça qui m'ont responsabilisée. Il y a besoin d'un directeur artistique pour un rapport annuel de banque. Ouais. Oui. Oui, alors en fait, la première de couverture. C'est toi qui fais tout pour ça. Non, mais c'est magnifique. En fait, tu fais un travail avec Tu prends le chiffre de base et tu le transformes en quelque chose qui est très digeste. C'est ça. En fait, eux, il y a des infographies, il y a bien sûr. Okay. T'as de l'impression avec certains pantones métalliques. Tu vas avoir des petites subtilités. C'est des trucs magnifiques avec une couverture en cuir. Enfin voilà. Non, c'est stylé. Et puis après, c'est toi qui vas dire à tes graphistes derrière, bah voilà, le principe de mise en page sur tel type de com financière, etc. Enfin, tu vas contrôler. Et à côté de ça, moi, j'ai travaillé pour un magazine là-bas. J'étais illustratrice pour Femmes du Maroc. Et entre midi et deux, je donnais des cours chez Artcom Sup, qui est une école de design et d'architecture, où j'avais presque 2 ans de différence avec mes élèves. Et je leur donnais des cours d'histoire de l'art. Comme je sortais, moi, de mes études, dans le master de com, t'avais aussi un gros parcours sur, tu vois, la culture, l'histoire de l'art, donc l'impressionnisme, le fauvisme, etc. Donc, j'ai eu plein d'expériences professionnelles au Maroc et ça me permettait de m'échapper un petit peu du côté un peu contraignant de mon couple. Comme la seule chose que j'avais le droit de faire, c'est de travailler, parce que j'avais pas le droit de parler aux mecs, j'avais pas le droit que sais-je encore, d'aller danser avec des copines. J'avais le droit de travailler, donc je travaillais. Et j'ai eu des opportunités que j'aurais jamais eues en France. Et en rentrant en France, j'ai vécu la discrimination que peuvent vivre les Marocains, ou en tout cas les étrangers quand ils arrivent en France. Ils connaissent la discrimination. Moi, j'ai connu cette discrimination sur mon CV. Il y avait écrit Casablanca pour ma plus grosse expérience. Et cette discrimination, je l'ai transformée en force. J'ai dit, OK, il y a personne qui va travailler avec moi parce que je travaille à Casablanca. Il n'y a pas de souci. Je vais créer ma micro-entreprise. Et je vais aller chercher mes clients toute seule. Et je vais comprendre la e-réputation. Je vais comprendre les avis clients. Je vais comprendre le fait d'avoir des avis sur Google. Je vais comprendre le fait de demander des recommandations. Des petites choses simples, tu vois. J'étais nulle en SEO, SEA, je comprenais rien en SMA, tout ça. Et mais j'avais compris. Ça, c'est juste avant le Covid que tu rentres. Et là, c'est en 2015. Donc, c'est un peu beaucoup avant le Covid. Oui, ça, c'est 2015. Moment où tu rencontres Fabien Prêtre. Alors, Fabien Prêtre, je vais plus le rencontrer vers 2018, okay, 2019. D'accord. Mais ouais, il va y avoir une transition là, de 2015 à 2018, où je vais pendant 3-4 ans, tu fais ton truc toute seule, voilà. Ok, je vais commencer micro-entreprise, puis après je vais m'associer à une fille, on va créer une agence de com toutes les deux. Après on va plus trop s'entendre, c'est Fabien qui va nous conseiller de qui devrait partir où, tu vois. Ouais. Et c'est à Montpellier, qui est une ville où normalement on n'est pas connu. Bon, on commence à faire des choses innovantes sur Montpellier et tout, mais on n'est pas connu pour être la capitale de quelque chose, à part peut-être parce qu'on a Dell chez nous. Voilà. Mais on n'est pas les inventeurs des studios podcast, par exemple. On n'est pas le département de France où il y a le moins de chômage, bien au contraire, tu vois. Donc, et j'ai essayé de faire mon petit bonhomme de chemin à Montpellier. Déjà, on était très peu de créateurs de contenu. À l'époque, quand je vais me mettre sur les réseaux à Montpellier, il y a 4 influenceuses, en gros. Et je vais me dire, OK, je suis pas plus conne qu'une autre. Donc, je vais être, plutôt que d'être le petit du grand, je vais être le grand du petit. Tu vois, il vaut mieux être connu déjà dans ta ville, dans ta région, que de commencer à vouloir être connu en France, tu vois. Et je vais me faire copine avec les influenceuses du coin. On va créer ensemble un collectif que j'ai appelé le collectif des influenceurs montpelliérains. Je leur ai dit, les gars, il faut qu'on se syndique. Et ouais, non, super original, même si. Digne d'une campagne politique, tu vois. Et sauf que je vais vite me rendre compte que les créateurs de contenu, ils ont pas la mentalité de l'entraide, tu vois. Ils sont pas
dans le truc se syndiquer, c'est moi, machin, je vais pas trop me mêler à lui ou elle, machin. Alors que, au contraire, tu vois, c'est l'union fait la force. Tu vois, c'est un peu comme tes podcasts, s'il y avait personne en face, ce serait bien, mais t'aurais pas cette richesse de l'échange. Et je pense que la force de ton podcast, c'est l'échange, tu vois. Tout à fait. Et ben, moi, je comprenais ça très vite, tu vois, parce que j'avais cette intelligence relationnelle que j'avais puisée aussi dans la culture marocaine, parce que les Marocains, ils ont la tchatch, tu vois. Et j'ai essayé de l'appliquer, en fait, dans mon prisme à moi, dans ma vision du monde. Et donc, on va petit à petit évoluer. Moi, je vais évoluer sur les réseaux et je vais me rendre compte à quel point, mais waouh, l'outil que je suis en train de maîtriser là, ça va changer ma vie. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Aujourd'hui, je suis éditée chez Solar. Je travaille pour Partouche. Si j'avais pas mis mes 2 petits pouces là sur Instagram et que j'avais pas scrollé toute ma vie, je serais toujours graphiste derrière mon ordi. Et même si j'adore le graphisme, je serais très triste. Je suis pas une personne qui aime rester trop longtemps derrière son ordi, tu vois. J'aime les gens, moi. J'aime le monde réel, tu vois. Donc, tu arrives sur les réseaux en 2015 à peu près déjà? Alors, oui, mais là, en 2015, j'avais que, tu sais, ma page d'illustration. J'étais pas du tout encore formée à Insta. Je commençais à comprendre qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais j'avais pas trop compris. Donc là, c'est plutôt en 2019 ensuite que tu arrives vraiment sur... C'est 2017 exactement que j'arrive sur Instagram. Quand vraiment je décide, je me rappelle très bien l'avoir dit à mon conjoint de l'époque, je serai créatrice de contenu, quoi. Je dois... j'avais peut-être pas dit ce terme-là, je sais plus comment on disait à l'époque. On disait même pas influenceur, on disait... je veux être sur Instagram. Ouais, je veux être sur Instagram. Enfin, je veux me professionnaliser sur Instagram. Et je vais pas lâcher l'affaire. Hein. Je vais poster tous les jours, 3 fois par jour parfois, pour baliser tous les hashtags. À l'époque, ça marchait super bien, les hashtags. Il y avait ma petite tête en hashtag populaire à la Grande Motte, à Montpellier, à Béziers, à Toulouse. J'avais balisé le sud de la France et je m'étais dit, c'est dingue parce qu'on me donne des panneaux d'affichage, des panneaux publicitaires gratuits. Donc en fait, moi, tant qu'il y avait ma photo en haut dans le hashtag populaire, j'étais là, ok, ce hashtag, il a bien marché avec ce post. Là, je suis encore là, ok, ça fonctionne. Quelle ville je mets maintenant? Quelle région? Quel machin? Je balisais, en fait, la zone, tu vois, de chalandise. Et petit à petit, j'agrandissais. J'allais vers Lyon, j'allais vers Marseille dans mes hashtags, tu vois. Et puis, j'allais rencontrer des gens de là-bas aussi. Et ça marchait bien. Tu gagnes combien à ce moment-là? Tu veux dire dans quel secteur? Comment t'as évolué en fait en termes de revenus? T'es toujours, tu fais ça à full time ou t'es salarié à ce moment-là, tu vois, entre 2015 et 2019? Ah non, j'étais un micro-entreprise. Micro-entreprise, et tu cherches encore des clients pour faire de la prestation de service. Ouais. Et du coup, ça te... Tu vois, c'est quoi l'évolution à ce moment-là? Alors, attends, je vais te faire toute l'évolution. Donc, au début, je gagne 15 € par jour. Au tout début, quand je suis en micro-entreprise, c'était la galère. J'étais sur Star of Service, un petit site de prestation. Mais c'était cool parce que, en fait, si tu veux, je tombais sur des clients qui me demandaient des CV, des petites cartes de visite, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, c'est des gens, ils n'ont pas d'argent quand ils vont sur Star of Service. Mais ce que j'aimais bien avec Star of Service, c'est que déjà, le site en lui-même était très bien référencé. Encore aujourd'hui, si tu tapes, vous pourrez taper, les amis, les 10 meilleurs graphistes de Montpellier. Vous voyez ma tête où je suis encore brune et je suis encore hyper bien référencée. Je récupère encore des clients aujourd'hui grâce à ce truc. Et j'avais compris que là, bon, il n'y aurait pas d'argent, mais je pourrais récupérer de la recommandation. Donc, je demandais plutôt aux gens de me faire des avis, de me laisser un petit mot. Tu vois, je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, mais je préférais récupérer de la social proof, finalement, que de l'argent. Mais bon, je réalise assez vite que 15 € par jour... Puis la social proof, ça remplit pas le frigo. Ouais, voilà. Et puis je me rends bien compte que, bon, là, ça va pas. Enfin, tu vois, quand j'avais encore l'acre et tout, donc ça allait. Mais il fallait qu'il y a un moment donné, je me bouge le cul, quoi. Donc, je vais déjà essayer de me décomplexer parce que j'avais, comme beaucoup de femmes, un problème avec poser mes prix, quoi. Vraiment, à chaque fois, comme ça, on me disait oh non, mais tu peux pas me faire un tarif d'amis. Je disais toujours, allez, je te fais tarif d'amis et tout. Mais en fait, arrêtez avec ça. Il faut pas faire de tarif d'amis parce que derrière vos tarifs, il y a tout un tas de contraintes qui s'appellent l'URSSAF, la TVA, je vous refais pas un dessin. Et si vous vous mettez en péril, donc vous êtes dans un stress de l'argent, donc vous n'êtes plus bien concentré, vous n'êtes plus un bon créatif ou un bon prestataire ou que sais-je encore dans vos activités, et vous ne rendez pas service à votre client. Donc il y a un moment donné... À votre ami, voilà. Donc il y a un moment donné, juste par exemple quand vous facturez 1 000 €, on est en France, en tout cas pour ceux qui ont la fiscalité en France, in the pocket à la fin, au final, vous touchez 150 € à peu près, une fois que vous avez enlevé vos charges, vos employés, vos machins. C'est pas tant que ça. Donc, si la personne vous dit 1 000 € c'est cher, eh ben, vous lui faites le petit schéma. Et puis, si elle n'est pas capable de payer vos prix, elle va voir ailleurs. Elle va se faire cuire un œuf avec quelqu'un qui peut lui faire un truc à 10 balles et ce sera pas votre niveau d'expertise. Et c'est OK. Il n'y a pas de problème.
Enfin, mais il y a un moment donné, il faut vous respecter et respecter votre client en imposant votre prix parce que vous savez ce que vous pouvez lui aussi en retour dans la promesse lui offrir. Et t'as mis combien de temps toi avant de... Alors donc je fais mon petit bonhomme de chemin. J'ai commencé à augmenter tes prix. Ça m'a pris environ 6-8 mois quand même. Tu vois, mais c'est assez rapide. Ouais, non, c'est assez rapide. Bah, j'avais pas le choix. Hein. Il y a un moment donné, il fallait payer des. Donc au début, je vais gagner peut-être. Alors on parle toujours en chiffre d'affaires parce que donc j'étais ma propre patronne. J'étais à 2005, tu vois, à peu près en micro-entreprise, puis ça va monter à 3005. Je vais bosser avec Nathalie Duterte-Lardo, qui a une agence à Laval, où là, on me donnait des missions agroalimentaires. Tu vois, j'ai bossé pour des trucs pour Lactalis, Dona, Sodebo. Donc là, il y avait des missions sympas. C'était rigolo. Bien que bon, je suis pas fan de ces produits, mais les missions en elles-mêmes, elles étaient hyper créatives. Ensuite, je vais comprendre que je peux plus rester. Enfin, il y a un plafond dans les micro-entreprises. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut que je passe en SARL. Et là, j'ai eu très très peur, comme la plupart des gens qui sont dans cette situation à la con là de est-ce que je reste en micro ou est-ce que je passe en SAS, ASU, SARL. Voilà, c'est the question. Et tu sais, je me disais si je suis pas à mes 70 000 de plafond, je ne peux pas. Tu vois, j'avais trop peur en fait de. Tu sais, on avait construit autour de moi tellement de craintes et de peur de ah là là, si t'es en structure, ce sera horrible, tu vas avoir les charges, tu vas avoir machin. En fait, il faut dédramatiser ce truc. En général, quand tu as une mécanique de comment tu trouves tes clients, que tu arrives à avoir au moins 1 ou 2 clients réguliers, que ça se passe bien, que ça fait un petit moment que tu es avec eux, franchement, ça va bien se passer. Hein, non, mais surtout, honnêtement, quand tu passes de salarié à auto-entrepreneur, tu as fait le plus gros. Oui. Déjà, tu as changé de système, tu t'es adapté à un autre système. C'est clair. Les meufs, les gars, vous allez aussi juste vous adapter à un nouveau système. Ouais. Moi, souvent, je me dis, quand j'ai des freins comme ça, je me dis, attends, Delphine, t'as à l'époque 22 ans, puis 25, aujourd'hui 37 ans. T'as 37 ans, si t'es toujours pas capable de t'adapter au changement, c'est compliqué. Donc, tu sais, je me force en mode, non, c'est bon, quoi. Tu seras comment à 67 ans si aujourd'hui tu n'arrives pas à t'adapter au changement? Donc, il faut faire ça, tu vas t'adapter, peut-être tu vas serrer les dents à un moment donné, mais tu trouveras des solutions. Et puis, alors, il y a vraiment quelque chose qu'il faut intégrer, c'est quand vous bossez pour vous, pour quelque chose qui, en tout cas, vous avez analysé, vous passionne, mais vous ne vous imaginez pas le nombre de ressources et d'idées que vous pouvez créer quand c'est pour votre pomme. C'est incroyable. C'est plus du tout pareil, quoi. Donc, ce stress que vous avez, oh là là, est-ce que je vais perdre mon CDI? Est-ce que mon patron, il va m'aimer? Est-ce que la prochaine réunion, je vais pas me faire défoncer? Tout ça, ça n'existe plus. C'est-à-dire que vous devenez un super-héros de l'idée, un super-héros de l'inventivité et des choses improbables vous arrivent à 4 heures du matin. Oui, alors pour les idées, oui, à ceci près que t'as plus peur que le patron il te défonce en réunion, t'as peur de te faire défoncer par les impôts. Non, t'as peur de te faire défoncer sur TikTok surtout ou sur Instagram. Ouais, aussi, en fait. T'as peur de publier un truc, soit que ta tati Ginette elle va voir, elle dit oh non je peux pas faire ça, tati Ginette elle me regarde, je peux parler de sexo, etc. Ça va pas du tout, ou alors je peux pas parler d'argent ou peu importe c'est quoi votre sujet à vous, parce que il y a quelqu'un de ma famille qui regarde ou parce que il y a David Laroche, il dit Thomas du 38, Thomas du 38 qui va vous envoyer un commentaire de merde, etc. Et donc, en fait, il y a toujours quelqu'un, vous allez être critiqué, etc. Dans la vie normale, quand t'es pas exposé sur les réseaux sociaux, que tu sois entrepreneur ou pas d'ailleurs, t'es quand même moins exposé à la critique que quand t'es sur les réseaux. Encore une fois, moi, des fois, je me dis, mais rappelez-vous votre collège, rappelez-vous l'école, quoi. En fait, rappelez-vous à quel point vous avez survécu. Parce que aussi, tout le monde a grandi, mais je veux dire, en fait, vous avez d'autres ressources en tant qu'adulte ou allez les chercher parce que vous êtes capable de surmonter ça aussi. Mais oui, on est beaucoup plus exposés. Et souvent, c'est ça qui empêche notamment les femmes de s'exposer un petit peu plus sur les réseaux, quoi. Et d'entreprendre. Parce que souvent, l'un va avec l'autre. En tout cas, tout dépend de l'activité. Mais c'est vrai que, encore hier, j'étais à une conférence où j'explique aux gens, osez, quoi. Parce que sans les réseaux, votre concurrent, lui, va y être. Et peu importe l'activité, souvent, bon, à part des métiers hyper techniques, genre chercheur dans telle souche spécifique d'ADN, où là, t'as pas besoin de faire des stories, tu vois, au labo, coucou, moi, avec... Non, mais quand ton marché est très petit, très technique et que tout le monde se connaît, t'as pas besoin d'être sur les réseaux. Mais des marchés comme ça, il y en a pas... Voilà, ça. Les réseaux, maintenant, sont un peu nécessaires dans plein de secteurs. Et c'est juste ce que tu dis, parce que, en fait, on a peur du regard des autres, on a peur de se faire critiquer. Mais, au fond, les critiques qui font le plus mal, c'est les critiques de nos proches. Enfin, moi, je vois que les critiques qui m'ont le plus abattu, c'est des critiques de ma propre famille, tu vois, qui cautionnaient peut-être pas que je sois sur les réseaux.
J'ai une de mes cousines qui a dit à ma mère un jour, ça te fait quoi d'avoir une fille qui n'a pas de valeur? Mais est-ce que tu imagines la violence? Alors qu'on a eu la même enfance, on a eu le même partage, on a vécu les mêmes traumas, tu vois, les mêmes. Et tu te dis, mais en fait, c'est ouf parce que même ton propre sang, parce qu'il y a les barrières des réseaux, ils se sont créés toute une histoire autour des réseaux. Et ben, ça leur fait peur aussi. Ils projettent sur toi toutes les insécurités que ça leur, moi. Et quelqu'un qui était presque ta sœur, quoi, hein, c'est ma cousine, hein, peut changer avec toi. Parce qu'elle a une image représentée de toi, elle a oublié qui t'étais à la base, tu vois. Alors que moi, j'ai absolument pas changé. Mes amis d'enfance T'as pas changé? Mais non, j'ai ma meilleure amie Lauriane. C'est marrant parce que moi, j'ai changé, tu vois. Non, moi, je suis la même, vraiment. Alors après, j'ai pas changé dans mon audace, mais... Moi, j'ai plus l'impression d'être la même femme. Mais je suis pas... J'ai l'impression d'avoir changé en mieux, en fait. Mais j'ai les mêmes craintes que toi. Pas aussi directement et pas aussi violemment que toi, mais moi aussi, dans ma famille, ce que je fais est regardé d'un certain œil. On va dire ça comme ça. Ouais. Et c'est pas simple. C'est vrai, moi, Thomas du 38, c'est bon, j'ai appris à gérer. Ouais. Mais tu veux bloquer au pire. C'est vrai que voilà, la famille, c'est plus compliqué. Mais en parlant aussi avec d'autres membres de la famille, je comprends que ça dérange parce que on va parler après de combien tu gagnes, comment tu gagnes, où viennent tes sources de revenus, mais en fait, à un moment donné, quand t'as quelqu'un que t'as connu comme étant pour toi normal, parce que t'as grandi avec, et qui a cette forme de trajectoire, le problème, c'est elle te renvoie en permanence, malgré ce que tu penses, que du coup, toi aussi, t'aurais pu le faire, quoi. Et du coup, c'est indirectement ultra pénible. Et donc, on va questionner ah bah oui, mais... elle n'a pas été éthique, ou elle l'a pas fait pour les bonnes motivations, ou elle le fait dans un style, c'est une catastrophe, ou etc. Parce que, mine de rien, on fait, mince, en fait, c'était possible de passer de là à là. Ah mince, parce que moi, j'ai fait 45 ans dans la même carrière, dans la même boîte, et puis j'ai ma petite retraite, ou mon petit... Et moi, je suis passée à côté, quoi. Ouais. Et du coup, t'es obligé de te persuader que, finalement, t'es passée à côté de rien. Et ouais. T'es obligé de te persuader que c'est toi qui as raison et que elle se gâche la vie ou qu'elle se gâche ses valeurs ou qu'elle devient une personne absolument infréquentable. Ouais, parce que la réalité est trop douloureuse. Évidemment. Ah, ouais, mais exactement. Non, mais alors, heureusement, moi, ma mère est psy, donc on en a beaucoup parlé avec ma mère. Je lui en veux pas, tu vois. Et j'en veux pas aux gens qui nous en veulent, en fait, parce que je crois que d'ailleurs, c'est très humain de réagir un petit peu comme ça. Alors, il y a des degrés. Je pense que quand t'es bien dans ta vie, bien dans ta peau, comme toi et moi, pas tous les jours d'ailleurs, hein, faut le préciser. Moi, je me réveille pas tous les matins. Ouais, je suis bien dans ma peau. Non, tu vois, ce matin en venant ici, grosse crise d'angoisse, tu vois, les gens s'imaginent pas. Quand je le dis sur les réseaux sociaux, les gens s'imaginent pas, mais ouais, j'arrive, je viens à Paris, j'ai 3 interviews et je me suis dit, putain, mais qui es-tu? T'es qu'une merde. Ce que tu vas faire, c'est de la merde. Voilà, ça m'arrive régulièrement. Ça arrive. Et c'est souvent, d'ailleurs, après ces crises d'angoisse, que tu as des super remises en question et où finalement tu fais des choses formidables. Donc, parfois, il faut le chaos avant la lumière. Et tant mieux. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Mais revenons sur le sujet. Bon, peu importe. Ce que tu dis là, sur la lumière, les personnes qui ont un problème sur nous, au départ, on en parlait parce que justement, les gens osent pas se lancer, ont peur du regard des autres. Alors moi, j'aime bien faire un parallèle dans mes conférences, et si ça peut vous aider, je vais en parler ici. Un parallèle avec l'univers, la mort. En gros, on est tellement, surtout nous les Français, dans notre culture, on est tellement imbriqués dans cette société, ces codes, ces manifestations, parce que nous on aime bien manifester en France, etc. C'est malheureusement ces injustices. Enfin, on est tout le temps en train de parler d'un sujet en France. On a la chance d'être très éduqués, suréduqués par rapport à la moyenne des autres pays, qu'on en oublie quand même. Le fondamental, hein. Nous sommes des petits spermatozoïdes formidables qui avons réussi de grands exploits dans un ovule. Nous avons évolué, nous avons des années d'ailleurs d'évolution, et puis nous avons une vie qui nous est donnée avant de mourir. Bon, et on va tous mourir. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'Elon Musk ait une nouvelle à nous annoncer tout à l'heure. A priori, on n'est pas encore en capacité d'être immortel ou de faire du Benjamin Button. Donc on va tous mourir. Donc, si on sait qu'on est mortel et qu'on va mourir et qu'on n'a qu'une vie et que finalement c'est notre seule
game changer, cette vie. C'est, OK, qu'est-ce que je vais en faire de cette vie? Est-ce que, franchement, il est utile, il est nécessaire de autoriser un amas de molécules qui pensent, comme nous, à nous dicter ce qu'on devrait faire parce que cet amas de molécules pourrait avoir un avis sur nous et que nous ne soyons pas en capacité, comme les stoïciens, de faire glisser cet avis sur nous et que donc cet avis aurait un impact et donc finalement aurait, comme un aiguillage de train, le choix dans notre vie d'aller là ou pas là, etc. Donc je pense que le fait de reconditionner qu'on est mortel et qu'on est tout petit dans un univers extraordinaire, n'hésitez pas à aller voir des reels sur les planètes comme ça, où on voit vraiment le côté complètement ridicule de poussière de notre planète, à quel point on est vraiment des microbes de chez microbes, et reconsidérer que waouh, en fait cette réalité, il y a que vous, à la fin dans le linceul il y aura plus que vous, donc faites en sorte que votre vie elle soit extraordinaire. Mes arrière-grand-mères, avant qu'elles décèdent, elles m'avaient dit: Alice, les seuls vrais regrets qu'on a, c'est ceux d'avoir des regrets. Donc, c'est pas d'avoir fait ou pas des enfants. D'être passé à côté de notre vie. C'est pas d'avoir eu une maison ou pas, d'avoir eu un Hummer ou pas, d'avoir fait Bali ou Dubaï ou la France. Tout ça, c'est pas ça. C'est est-ce que j'ai bien répondu à tous ces rêves, ces envies que j'avais envie de faire pour moi, la personne, quoi. Pas moi la maman, moi le papa, moi le frère, moi la personne. Et je vous invite vraiment, si aujourd'hui vous avez encore un petit truc qui dans un coin de la tête là qui n'a pas été fait parce que justement trop risqué, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, parce que peu importe le parce que d'ailleurs, rappelez-vous du pourquoi plutôt et faites-le. Tant pis si ça capote. Regardez, moi j'ai fait de la musique, j'ai chanté avec Big Ali, j'ai perdu 200 000 balles dans la musique. J'ai fait cette expérience parce que petite je faisais du solfège et je m'étais dit avant de mourir je veux chanter. Voilà. C'était pas une vocation, mais il fallait que je chante, que je vois ce que c'est d'être sur scène et tout. Je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai aucun regret. Je serai ni Lady Gaga. D'ailleurs, je n'ai pas le talent de Lady Gaga, je vous dis la vérité. Voilà. Donc, spoiler alerte, vous ne verrez pas de Lady Gaga dans mes musiques, voilà. Mais je suis super contente parce que ça y est, c'est dans ma to-do list des trucs que je dois faire avant de mourir. Ça y est, je l'ai fait, quoi. Donc, faites votre petite to-do list et surtout, on s'en fout des gens qui pensent que vous êtes trop, vous n'êtes pas assez, ou vous auriez pu faire autrement. À la fin, encore une fois, dans le linceul, il n'y aura plus que vous. Donc, faites en sorte que vous, quand vous regardez dans le miroir, vous êtes fiers de vous. Voilà, c'est le plus important. Waouh. Coucou, c'est Alice. Toi, tu as été beaucoup victime de préjugés par rapport à ton physique? Ah, énormément. Enfin, je crois que c'est mon quotidien. Encore. Ah, si vous n'avez jamais vu Alice, vous pouvez aller sur Insta, Alice Cat Designer. Cet épisode est aussi sur YouTube. Non, c'est génial parce que oui, tu es physiquement l'incarnation de ce qu'on pourrait appeler. Alors, je dis d'autant plus que je sais que ça ne te choque pas. Non. La bimbo. Ouais. Et encore ça va là, j'ai pas sorti mes obus. Ah, ok. D'habitude, elle sort ses obus. Non. Ça dépend des fois. T'en as souffert, ça? Pas vraiment, en fait. Alors, les préjugés, c'est mon quotidien. C'est ta plastique de base ou... Ah non, pas du tout. Ok. Non. En fait, comme ça, je vais te raconter aussi l'histoire. Donc, petit rappel, je fais de l'anorexie, boulimie pendant très longtemps. Et moi, pendant des années, en fait, je veux disparaître, en fait. Mon corps doit être une épingle. J'étais fanatique de la maigreur et je vais avoir une grosse dysmorphophobie. Pour moi, les formes, les femmes qui sont désirables, c'est tout ce que je veux pas être. Tu vois, je veux pas être désirable des hommes. Je voulais qu'on voit mes os partout, sur mes omoplates et tout. Et donc, c'est pour ça que je suis désalimentée ou quand je m'alimente, je ne conserve pas ce que je mange. Enfin, c'est une catastrophe. Et quand j'ai commencé à me battre, ça a pris du temps. Il a fallu que je voie des endocrinologues, des psychiatres, il a fallu que je voie des spécialistes naturopathes, il a fallu que je voie des tas et des tas de praticiens professionnels. Je me rends bien compte que j'ai une petite voix dans ma tête tout le temps qui m'empêche de guérir, en fait. Je ne peux pas accepter d'avoir des formes. Et il y a un jour où je me suis obligée à avoir des formes. Et qui pouvait m'aider rapidement, c'était la chirurgie esthétique, déjà. Et alors, il y avait deux raisons. Il y a que quand tu fais de l'anorexie, le yo-yo, enfin que tu grossis, que tu maigris, parce que moi j'ai fait vraiment des extrêmes, tu vois, j'ai fait des 90 kilos et des 44 kilos, donc si tu veux, j'ai pris le double de mon poids, tu vois. Okay. Donc déjà, t'as ta poitrine par exemple qui devient des gants de toilette, parce que ton corps, à la fin, c'est pas un élastique, donc à force de grossir, maigrir,
ne serait-ce que l'élasticité de ta peau n'est plus la même. Et puis, il y avait le fait que si je m'impose d'avoir des formes, vous pourrez aller regarder d'ailleurs, une femme qui est très très maigre avec des prothèses, c'est horrible. C'est horrible parce qu'on voit que la prothèse. Donc, quand tu as des prothèses, par exemple ma mère, t'es obligé en fait de prendre un peu de gras parce que vraiment sinon c'est pas beau. Tu vois les côtes là, et puis d'un coup tu vois des espèces d'obus. Mais pourquoi tu voulais te créer des formes? Pour revenir en santé en fait, pour pouvoir m'obliger à manger, à comprendre. Donc, tu sais ta motivation. Ouais. Okay, j'essayais de truquer mon cerveau. Ah ok, c'est intéressant. Ta motivation pour prendre un peu de poids, c'était une fois que j'aurais repris un peu de poids, je pourrais avoir accès à la chirurgie esthétique. Non. Une fois que je fais ma chirurgie esthétique, il va falloir que je commence à intégrer, que je maintienne mon poids et que je mange correctement. Parce que je serais moche si je suis maigre avec des prothèses mammaires. Tu vois. Ok, d'accord. Alors, c'est une des raisons. Mais au moins, ça m'a permis de comprendre que peut-être que quand t'as des formes, c'est pas si grave en fait. Tu vois. Mais il fallait vraiment, c'était très... Alors, je te dis, c'est un travail sur mon inconscient. Enfin, j'étais complètement consciente que j'étais idiote de vouloir être maigre. Mais quand tu as une dysmorphophobie, les gens qui nous écouteront verront très bien de quoi je veux parler. Tu n'es pas totalement dans ton corps. Tu es en surface de toi. Donc, tu te bats en permanence contre toi. En plus, alors, le côté vicieux de l'anorexie et de la boulimie, c'est que quand tu es dans l'anorexie, tu es dans l'hyper-contrôle, tu as des phases comme ça d'hyper-contrôle où tu ne t'alimentes plus. Puis quand tu es dans la boulimie, tu perds le contrôle. Ton dealer, il est à chaque coin de rue. Tu vas manger des tonnes et des tonnes de trucs complètement insensés. Tu vas passer d'une saucisse à une tartine au Nutella. Tu repasses sur une chips. Enfin, c'est complètement aberrant. Et tu n'es plus toi. Tu es spectateur de cette situation qui est dramatique qui touche une femme sur 4. Quand même. Une femme sur 4. Ouais, les TCA. Alors, pas à mon niveau, mais en tout cas, les femmes qui ont un problème relationnel avec la nourriture, en répertorié, c'est une femme sur 4, mais ça se trouve, on est plus. Et un homme sur 5, il me semble. Et donc, tu as recours à la chirurgie Voilà, et en fait, bon, disons esthétique, ça t'aide dans ton processus de guérison? Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Okay. C'est bizarrement. Alors, je veux absolument pas faire l'apologie de la chirurgie esthétique, mais dans mon cas, je peux dire aujourd'hui que ça a été un des moyens qui m'a sauvé la vie. Ok. Voilà. Mais je veux pas en faire l'apologie aussi. Et alors, autre chose aussi, il y a eu un trauma que j'ai eu moi dans l'enfance, rien à voir avec l'anorexie. Il y a une super vidéo, vous irez voir, tout en bas de mon compte Instagram où je précise ce que je vais vous dire là. Moi, adolescente, enfant, j'étais une très jolie petite fille, j'avais pas de soucis avec mon physique. Et adolescente, en plein dans la période où je me transforme en Fiona, en parallèle aussi, je vais avoir un problème sur la croissance de mon nez, comme beaucoup de filles, mais moi un petit peu plus. Au collège, on va m'appeler nez carré. Je vais avoir ce qu'on appelle les cartilages alaires de mon nez, donc c'est ce qu'on appelle les ailettes du nez, c'est ce qui va de la pointe de la pointe du nez en face jusqu'à vos narines, en gros. Normalement, un nez, ça fait un triangle, ok. Chez moi, ça faisait une sorte d'hexagone. Et je vais vraiment pas supporter ce nez. Et chance pour moi, mes parents qui étaient assez ouverts d'esprit, je vais pouvoir aller dans un hôpital militaire qui s'appelle l'hôpital Percy, c'est un hôpital de réparation du physique qui va pouvoir m'opérer même en étant mineur. Donc, je vais me faire opérer à 16 ans et demi de mon nez. Tout va bien se passer. Le problème, c'est qu'à 16 ans, ton nez, il n'est pas fini. Et ce qui va se passer, c'est que de mes 16 ans à mes 25 ans, grosso modo, mon visage va changer. Et là, je vais commencer à bosser. Justement, j'étais dans la com, prestataire de service pour un chirurgien qui est super connu, je peux pas dire son nom, parce qu'il passe même sur M6. Et il peut y en avoir 50 des chirurgiens esthétiques. Il y en a pas mal. Et lui, il va me proposer de faire ma chirurgie gratuitement. Donc, il est gentil. Et le problème, c'est que ça va merder parce qu'apparemment, mon cartilage, il est poreux. Enfin, je sais pas quoi. Et là, ça va être une catastrophe parce que j'avais déjà commencé à cette période à me mettre sur les réseaux. Et ça va être dramatique. Et donc, je vais faire partie de ces gens qui mettent beaucoup de filtres, beaucoup de face-up et tout. Donc, j'ai des personnes qui me jugent, qui disent « Ouh là là, elle, c'est une fille, une pouffe superficielle. Alors, pas du tout, moi. Je vais mettre des filtres jusqu'à aujourd'hui pour des problèmes de nez, en fait. Donc, tu vois, il faut vraiment que les gens aillent à la source du problème, du pourquoi on met des filtres, tu vois. On n'est pas toutes des brats, tu vois. Voilà. Et bon, voilà, je te raccourcis vraiment beaucoup. Finalement, je vais faire des greffes de cartilage, de machin. Il va y avoir une grosse infection. J'ai failli perdre mon nez sur une 3e opération. Je vais attendre 6 mois. Je vais avoir une greffe de côte, de machin. On va finir par à peu près me trouver un nez. Maintenant, aujourd'hui, je vis avec des cicatrices. Et aujourd'hui, pour le coup, je suis OK avec ça. Juste que ça m'est arrivé de faire pleurer des enfants, apparemment, à cause de certaines de mes cicatrices où les enfants disaient « Maman, regarde, il y a une sorcière. » Bon, ouais. Ça y est, je suis OK avec ça, il n'y a pas de problème. Je suis une gentille sorcière, donc je suis une sorcière blanche, beige, voilà. Donc forcément, là, tu comprends pourquoi. Quand quelqu'un me dit « T'es une bouffe superficielle », elle connaît pas mon histoire. J'en ai rien à faire.
en fait. Moi, je sais d'où je viens et que, putain, je suis une putain de guerrière. Et que, franchement, je défie n'importe qui de survivre après tout ce que j'ai vécu entre ma relation toxique, mon anorexie, mes problèmes avec la chirurgie, mon poids, etc. Et en plus, j'ai gardé mes amis d'enfance, les gens qui me connaissent vraiment même. Ça me suffit pour avoir confiance en moi et me dire que je suis quelqu'un de bien, tu vois. Et donc, c'est pour ça que, au contraire, tant pis, je travaille ce côté bimbo, Barbie, tu vois, souvent. T'aimes l'accentuer? Ça fait partie de ton... Non, pas l'accentuer. En tout cas, moi, c'est mon image à moi. C'est-à-dire, je sais pas comment t'expliquer, c'est mon petit personnage d'Alicia Designer. Avant, j'étais brune, les cheveux longs. C'était une période de ma vie où j'étais anorexique, tu vois. Je veux plus être brune, déjà. Quand j'étais enfant, quand j'allais à la rééducation des yeux pour essayer de voir un petit peu plus avec mon œil gauche, mon papa, il me donnait des Barbies. Donc, j'avais associé que Barbie, elle peut tout faire et elle est courageuse. Donc, moi, Barbie, c'est moi, tu vois. Je peux tout faire et je suis courageuse, tu vois. Et d'ailleurs, c'est le slogan de Barbie. Barbie, elle peut tout faire. Et ben maintenant, Alice, elle peut tout faire. Alice peut chanter, Alice peut faire des podcasts. J'ai intégré ça depuis que je suis petite. Et pour moi, Barbie peut être en même temps quelque chose de très pervers parce que ça met la femme dans un truc très prout-prout, tu vois. Et en même temps, Barbie, c'est une vraie féministe aussi. Barbie, c'est la première petite poupée qui conduisait des avions, tu vois, qui met de l'essence. Moi, j'ai vu cette Barbie-là, tu vois. Mes parents, ils m'achetaient pas la Barbie couturière. Moi, j'avais la Barbie bricoleuse, tu vois. Donc, voilà. Est-ce que justement, tu aimes ce mélange des genres je gagne de l'argent, je ressemble à une Minbo, tu vois, tu dois prendre un plaisir aussi à aller sur des terrains plus intellectuels, l'écriture du livre, les chroniques, où en gros, tu dis, derrière la bimbo, il y a un cerveau. Tu vois, tu prends plaisir à casser un peu, tu vois, ces codes. Moi, je m'en suis... avant que je te rende la parole, tu vois, quand j'ai commencé à gagner plus d'argent, je me suis rendu compte que... j'avais peur de devenir superficielle. Parce que dans ma tête, la femme qui a de l'argent, c'est celle qui fait l'avenue Montaigne avec ses loups-boutins et qui sort avec un sac dans un magasin, puis un deuxième dans l'autre, etc. Tu vois. Petit woman. Exactement, mais avec ce côté superficiel, dont j'ai vachement travaillé là-dessus, je fais, mais pourquoi quand elle a aussi l'envie de s'acheter des trucs, elle est superficielle. Mais j'ai la naïveté de penser que je ne suis pas la seule à penser ça. Et qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la femme riche, c'est une écervelée, une agent de consommation, quoi. Ni plus ni moins que ça. Ça fait vivre l'industrie du luxe, quoi. C'est ça, ou c'est une michto. C'est-à-dire qu'elle a pu être riche parce que c'est quelqu'un qui l'entretient. Moi, tous les jours, je reçois michto tous les jours. Parce que mon conjoint, il vend des voitures de luxe, tu vois. Donc les gens pensent que mon conjoint gagne plus sa vie que moi. Mais en fait, à la fin, je gagne plus que lui, tu vois. Mais comme lui, il a des mercos et que c'est un mec, moi, je suis sa michto, tu vois. Donc, ce que tu dis est très pertinent. Alors oui, est-ce que c'est un plaisir? Non. Enfin, je fais pas ça par plaisir. Moi, à la base, on se rappelle, j'ai ce physique aussi pour me sortir d'une maladie. J'avais une vraie maladie. À la base, il n'y avait pas les réseaux, etc. Moi, c'était d'abord, que vais-je faire pour accepter mon corps, en tout cas pour que dans ma construction très dure avec moi-même, j'accepte mon corps. Je me suis créé mon petit personnage, la petite blonde, machin. J'avais mon nez qui me complexait, donc j'ai fait des injections aux lèvres en pensant qu'on allait moins voir mon nez, etc. C'est personnel, tu vois. Mais en effet, je vois bien que d'avoir fait les cheveux blonds, d'avoir la bouche qui est refaite. Après, j'avais une grosse bouche de base en plus, donc voilà. Plus ma poitrine, forcément, oui, ça donne bimbo, parce qu'en tout cas, c'est comme ça que sont les bimbos dans la tête des gens. Donc, ce qui me fait plaisir, en tout cas, c'est quand je vais dans des conférences ou des événements de business, de networking, et que les gens me disent « Ah, t'es pas si bête !» Parce que c'est dur. Ça te fait plaisir, ça? C'est que... Non, mais c'est terrible. C'est-à-dire que je sais que les gens pensent que je suis bête. Ça te fait plaisir. Et en même temps, ça me fait beaucoup sourire parce que dans ma tête, je me dis tout le temps, mais c'est celui qui dit qui est. C'est-à-dire que si tu me juges sur mon physique, c'est que t'es tellement superficiel, mon gars. Tu vois? Moi, je suis tellement pas comme ça. Moi, je prends les gens... je m'en fous de ta religion, que tu sois athée, croyant, je m'en fous que tu sois âgé, jeune, je m'en fous que je te prends dans ton humanité, ton intelligence relationnelle, ton intelligence émotionnelle. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse chez quelqu'un, c'est sa lecture des gens, c'est comment il arrive à se livrer avec moi ou à avoir de l'autodérision. C'est ça qui m'intéresse. Mais après, quelqu'un qui me dit « Ah, mais t'es pas si bête !» Je me dis « Mais t'es tellement superficiel, mon grand. » Mais toi, oui. Voilà. Pour moi, être superficiel, c'est pas ressembler à quelqu'un de superficiel dans les codes de ce qui est censé être superficiel, c'est être dans la lecture superficielle des choses. C'est ça, être superficiel. Et j'ai plein de copines, moi, qui sont actrices de cul, d'autres qui sont championnes de Miss France. T'es très caméléon. Oui, comme je t'ai expliqué, à cause de mes parents, ou grâce, tu vois, mais voilà.
Et donc oui, ça me fait pas plaisir, mais j'aime bien en tout cas quand on me dit que je suis pas si bête, parce que je considère que dans ma tête, en tout cas le matin, je me dis pas ah là là, je suis bête. Enfin, voilà. Sauf quand je fais des blagues de Toto et que je suis la seule à rire, évidemment. Bon, on a encore quelques minutes à passer ensemble. Parlons un peu de thunes. Ouais. Important. Toi, t'aimes bien parler d'argent. J'aime bien, ouais. Et tu dis que t'aimes l'argent. Alors, en fait, j'aime le chemin pour gagner de l'argent. Je sais pas comment t'expliquer. Je crois que c'est quand t'es un vrai entrepreneur, mais tu dois être un peu pareil. Il y a cette espèce de... Tu vois, je pense que si j'étais très riche et qu'on me disait, ta vie maintenant, c'est d'être à côté de ta piscine avec ton cocktail, mais moi, je m'en tape. Je déteste les vacances. J'ai horreur de végéter. Je suis boulimique, faut se rappeler. Hein. Et donc, ma boulimie s'est transformée en boulimie de travail, de créativité, de rencontres, de gens, etc. Donc, j'aime le chemin pour gagner de l'argent. Ouais. Et j'aime quand j'arrive à cocher toutes les cases. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est créatif? Est-ce que je m'amuse? Est-ce que machin? Et alors, quand j'arrive à remplir toutes les cases et qu'en plus c'est lucratif, mais je me régale. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je comprends. C'est un jeu, quoi. C'est un jeu, ouais. C'est un jeu. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce truc de... C'est un jeu, et le jeu du business, c'est de gagner de l'argent, en fait. Donc, c'est la mesure de... Est-ce que je joue bien le jeu? C'est ça. C'est quand je gagne de l'argent. Sinon, c'est un autre jeu, c'est un passe-temps, c'est un loisir, c'est sympa, c'est des activités, c'est une passion, c'est cool. Mais le jeu du business, c'est un jeu d'argent. C'est ça. Si tu gagnes pas de l'argent à la fin, t'as perdu le jeu du comme le Monopoly, business, en fait. Exactement. Et donc, du coup, ta vision de j'aime l'argent, c'est ce jeu. Ouais. Ok. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, après, j'ai un confort. Tu vois, là, j'ai quand même acheté une maison de 300 mètres carrés. Alors, pas à Paris. Hein, je précise, j'ai acheté une maison de 300 mètres carrés dans le Gard. Donc, c'est pas du tout le même tarif au mètre carré. On est plus sur du 1 500 € le mètre carré que du 15 000 € le mètre carré. 1 500 oui, bienvenue dans le Sud. Nous aussi, mais je suis allée à Montpellier il y a pas longtemps et pour moi, c'était 3 000, Montpellier, 3 500. C'est plus cher. Ah, ok. Donc non, je suis allée chez les voisins. Enfin, encore moins cher. Tu vois. Mais c'est à 20 minutes de Montpellier. Voilà. Mais donc, j'aime bien, tu vois, avoir cette belle maison parce que je vais pouvoir en faire mon studio, mon agence. Elle est magnifique, la bâtisse. C'est même pas légal d'avoir une bâtisse comme ça qui a 130 ans dans son jus, bâtisse noble, voilà, d'un ancien. Ah, donc grosse rénovation. Tu te lances dans un gros truc. Ça fait un an que je suis sur la réno. Ok. Horrible. J'en peux plus de la réno. Mais bref. Super challenge. Et j'aime, tu vois, me dire waouh, ça va être joli, ça va être beau et tout. Après, j'ai pas envie que ce soit beau En fait, j'ai envie, encore une fois, que ce soit beau parce que je vais être concentrée là-bas, ça va m'inspirer, je vais pouvoir faire des beaux reels, passer des bons messages. C'est mon outil de travail, en fait. J'ai acheté mon outil de travail. Moi, j'adore les beaux lieux. Ouais, les beaux lieux. C'est trop important. C'est important pour moi. C'est important. Surtout quand il y a une histoire, tu vois. En fait, là, aujourd'hui, on a une autre maison qui est hyper moderne, tant que les travaux sont pas finis. Alors, très belle, tu vois, on a une piscine intérieure, on a les voitures dans le jardin parce que mon chéri vend des gamos, donc évidemment, quand les gens ils arrivent, une Porsche, machin. Mais il y a pas d'âme. Je sais pas comment t'expliquer, on habite dans un cube, en fait. Le placo, il est tout blanc. Il y a pas de... Moi, j'aime les moulures, tu sais, j'aime les grands plafonds, cathédrales, j'aime... je sais pas, j'ai un côté très Anne-Marie-Madeleine, je vous rappelle. Donc, rappelons-nous. Écoutez, non, c'est cela. J'aime beaucoup les feuilles d'or, les colonnes. J'aime, voilà, je veux avoir un truc transgénérationnel. Quand même, mon arrière-grand-père, Jacques Catlino, faisait partie de la garde de la royauté. Donc, si vous voulez, peut-être que c'est dans mes veines. Non, voilà. Donc, si tu veux, j'ai besoin que ça ait du sens pour moi. J'aime beaucoup Marie-Madeleine de la Fourcadière. Elle est formidable. Anne-Marie-Madeleine. Anne-Marie-Madeleine. C'est un nom composé à 3 prénoms. Alors, j'ai cru que je l'ai retenu, mais pas complètement. Anne-Marie-Madeleine. Tu sais, t'as Anne-Marie, tu as Marie-Madeleine, et moi, c'est Anne-Marie-Madeleine. Mes parents ne savaient pas se décider, et comme je suis formidable, je voulais avoir Marie, Anne et Madeleine, qui sont quand même, voilà, des prénoms formidables. Tu gagnes combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est très fluctuant puisque je suis entrepreneur. Je vais arrêter avec cette voix. Excusez-moi, de temps en temps, Adieu la sortie du personnage. En fait, ça dépend. Donc, comme moi, je suis infopreneur, si tu veux, on va dire le fixe, tu vois, tous les revenus fixes qui vont être de 15-20 000 euros par mois avec les prestations, etc. Et puis, en fonction chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, oui. Et après, en fonction des lancements, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, les personnes qui nous entendent, si je vais lancer par exemple des programmes de conférences, si je vais faire des masterclass, si je vais lancer mes formations sur les réseaux sociaux, que je vais faire des offres, je vais avoir plus ou moins de chiffre d'affaires. Ça peut monter à 50 000, 60 000, comme je peux faire des mois où j'ai pas envie de vendre. Voilà, donc c'est assez fluctuant, quoi. C'est les réseaux sociaux, quoi. C'est la vie. Comment tu trouves le temps de tout faire? J'ai pas le temps. J'ai pas d'enfant.
J'ai pas d'enfant, c'est vrai. C'est mon chéri qui fait tout. Franchement, je dois dire la vérité. En fait, on a un process à la maison qui est une énorme triche parce que en plus d'avoir la petite voix du début où j'ai mon filet de sécurité qui s'appelle papa maman, j'ai en plus trouvé un mec qui a une maman, c'est-à-dire que ma belle-mère, c'est ma meilleure pote. Elle me fait mes Tupperware de légumes bio. Et elle me cuisine tout, ok. Donc moi je l'aide, je lui donne des petits sous parce qu'elle a une petite retraite, voilà. Et elle m'aide, elle me fait gagner mon temps, elle me fait mes petits pois cassés, mes petits machins. Donc déjà la cuisine, je vais jamais faire les courses et j'en fais pas. Et comme je veux bien manger, je veux de la cuisine maison, quoi. Ensuite, le linge, c'est mon chéri. Le ménage, c'est mon chéri. Donc finalement, quand t'as plus rien à faire dans la charge mentale du quotidien et que t'as pas d'enfant et que t'es une femme, donc de base, on est assez multipotentiel instinctivement, tu vois. Mais tu peux faire des tas de choses et je me rends compte à quel point je suis privilégiée. Enfin, et ma belle-mère, je pourrais pas vivre sans elle. C'est qui a sa belle-mère qui lui nettoie ses culottes? Personne. Il y a que moi. Oh, je m'entends très très bien avec ma belle-mère, mais imagine, voilà, la proximité avec ma belle-mère. Et c'est elle qui va ces sonneries de téléphone, c'est soit des répliques de mes podcasts, soit des musiques à moi. Je sais pas si t'imagines le niveau de fan de ma belle-mère. Elle a même enregistré sur des cassettes vidéo tous mes passages télé. Alors je lui ai dit mais il y a des replays en fait. Elle me dit non, moi je veux la cassette en fait. Donc voilà, j'ai une belle-mère incroyable. Et je me rends compte que je suis privilégiée. Ça te rémunère la télé ou pas? Oui. Alors, t'es obligé d'être payé parce que c'est un peu comme quand t'es intermittent du spectacle. Ouais. Bon, après, parce que toi, t'as une chronique récurrente aussi ouais. sur France 3. Mais donc c'est pas énorme. Alors ça, par contre, je ne sais pas si dans mon contrat, j'ai non, le droit de le dire. Mais je te l'aurais pas posé la question parce voilà. que je pense que c'est pas. Voilà. Je pense que t'as pas le droit de le dire. Voilà, mais bon, c'est pas. Là pour le coup, la télé, tu le fais par passion. Tu le fais pas pour. Enfin, tu seras plus riche si t'es entrepreneur dans l'infopreneuriat. Mais moi, je me régale. Enfin, en plus, on a un plateau. Je sais pas si t'as déjà vu certaines de mes chroniques, mais on est sur une plage dans. Mais justement, c'est oui parce que c'est sur France 3 local, c'est ça. Donc c'est Occitanie, ouais. Mais après, on passe en nation. Hein. Et si tu veux, notre plateau, c'est le même plateau de certaines séries. Pareil, je sais pas s'ils ont. Bref, des séries qui passent à heure de grande écoute sur France 2. Et on a de la chance d'avoir les pieds dans l'eau, quoi. Le soleil le matin. Et je me dis, mais pour rien au monde, je quitterais ça pour aller à Paris, tu vois. Donc, je vais souvent à Paris pour le business, mais j'y reste 4 jours, quoi, tu vois. Mais justement, je me demandais comment tu jonglais, parce que quand tu as une émission quotidienne récurrente comme ça et que tu n'habites pas à Paris, la question s'est déjà posée sur moi sur BFM Business. Il fallait que je vienne régulièrement et pour des chroniques qui durent quelques minutes. L'investissement de ton temps, il est lourd quand même. Mais BFM, c'est du direct. C'est ça le problème. C'est que nous, c'est du préenregistré. C'est ça qui est formidable. C'est qu'en fait, on a 2, voire max 3 jours de tournage par mois. Donc, c'est beaucoup plus facile de t'organiser. C'est chouette, quoi, pour France 3. Et c'est pour ça que j'ai accepté aussi. Voilà. À quel moment tes revenus ont décollé? Tu vois, à quel moment ça passe de 3, 4, 5 à ce dont on vient d'évoquer? C'est quand je commence à déléguer. En fait, c'est quand je commence à comprendre que pour réussir, il faut que tu t'entoures de personnes qui sont capables, chacune à leur manière, de ramener leur zone de génie dans le global. Tu vois, par exemple, moi, je m'entêtais à tout faire moi-même et j'avais pas délégué. Alors moi, pour le coup, je suis hyper cool comme patronne, c'est que si tu sais pas faire, je fais à ta place et je t'engueule pas et machin, tu vois. C'est horrible, tu vois. Donc je fais tout, en fait. Je te paye à rien faire. Actuellement, je paye quelqu'un à rien faire, ça m'énerve. Bref. Pareil. C'est horrible, c'est horrible. Mais je vais pas du tout m'énerver, je vais dire, bon, bah, c'est un fait. Je devrais pas dire ça, les gens vont se dire, elle parle de qui? C'est bien. Bah, réfléchissez, parce que si vous vous posez la question, c'est peut-être vous. Voilà. En général, quand tu sais très bien ce que tu fais, tu ne te poses pas la question. Et du coup, j'ai eu la chance, alors j'ai eu des mauvaises rencontres, mais j'ai eu des bonnes rencontres dans ma vie. Et je les remercie d'ailleurs. J'ai par exemple des super collaborateurs dans tout ce qui est... Alors, par exemple, quand je suis consultante, c'est très difficile de déléguer parce que c'est ton expertise. Ouais, voilà, ils veulent Alice. Enfin, je vais pas ramener quelqu'un qui se prend pour Alice, enfin voilà. Par contre, pour tout ce qui va être en ligne, business en ligne, organiser les conférences, voilà, enfin tout ce que je peux soit scaler, soit déléguer sur la partie administrative et tout. Là, je vais déléguer parce que déjà je suis nulle en administratif. Je dois dire la vérité. Je déteste la compta. Je déteste remplir des papiers, faire des signatures, faire des DocuSign. J'ai horreur de ça. Mais vraiment, c'est pas une phobie, mais limite. Donc, je préfère prendre des gens spécialistes, comme par exemple Romain, qui va gérer toute ma partie administrative, gérer mes élèves. S'il y a des élèves qui veulent
payer, par exemple, en direct ou qui veulent passer par des OPCO? Est-ce qu'on regarde si l'entreprise, elle est éligible? Est-ce que cette personne, elle veut passer par des fonds de financement de formation de Pôle emploi. Enfin, c'est des choses, c'est important. Et puis surtout que nous, en cas de contrôle de la DGCCRF, il faut qu'on puisse montrer patte blanche et c'est hyper contrôlé. Il faut qu'on puisse, au même titre qu'un contrôle fiscal, tu vois, il faut qu'on puisse sortir vraiment toutes les justificatifs que la personne, elle a bien eu, tu sais, l'enseignement, etc., etc. Donc, ouais, j'ai commencé à avoir mes revenus qui ont décollé quand j'ai délégué et que j'ai des personnes qui, elles, du coup, vont ponctionner une partie de mon chiffre d'affaires. Mais sans elle, je pourrais pas commencer à aller plus loin. Ouais. Enfin, c'est le chat qui se mord la queue. À un moment donné, sinon t'es dans ton plafond de verre, en fait. T'évolues plus, quoi. Voilà. Ton argent en perso, t'as acheté donc cette maison dans le Gard que t'es en train de faire rénover. Qu'est-ce que t'en fais? Je fais n'importe quoi. Non, mais moi, je fais partie des gens, ah là là, mes potes qui sont dans la crypto et qui sont rentiers immobiliers, ils auraient envie de me frapper. Moi, mon argent, il me sert pour des rêves, tu vois. C'est-à-dire, là, en ce moment, je produis une émission avec Ariane Brodier. Ce sera jamais rentable. Mais on fait quelque chose qui nous plaît, on donne la parole à des gens qui méritent, tu vois. Ça donne du sens à ma vie, moi, mon argent. Mais par contre, il est hyper mal investi. Je pense que si j'en parle à des fiscalistes, ils me diraient, mais c'est pas possible. Tu peux pas avoir mis 2500 là-dedans et 5000 là-dedans. Et pour eux, c'est lunaire, tu vois. Mais moi, je suis la petite fille qui écoute sa petite fille intérieure et j'écoute mes grands-mères, mes arrière-grand-mères, qui me disaient, n'aie pas de regrets, tu vois. Donc, bon, je suis pas non plus complètement inconsciente, tu vois. Je ouvre pas les fenêtres et je fais pas qu'il mange la brioche. Puis, comme ça. Non, évidemment. Mais, je sais que moi, c'est ma passion, mes rêves d'enfant qui vont avant que le bon investissement, quoi. Voilà. Et tu serais prêt à faire vivre tes rêves d'enfant jusqu'à mettre en risque ton business aujourd'hui? Non. Alors, c'est arrivé que j'ai failli me mettre en risque, tu vois, quand j'ai justement dépensé des sommes, typiquement, tu vois, le court-métrage. Heureusement que j'avais quand même un peu de ressources derrière pour gagner ma vie. Mais imagine, j'aurais eu cette histoire de court-métrage et je sais pas, après, je tombe malade. J'aurais pas pu retravailler comme je travaille aujourd'hui. Je me serais foutu dans la merde, évidemment. Donc, je pense que je suis pas prête non plus à tout pour ces rêves d'enfant. Mais c'est quoi ton zéro sur ton compte? C'est quoi le niveau sur ton compte pro, tu vois, par exemple, où tu te dis... le plus bas celui où tu te dis, quand ça s'approche de ça, là, ça commence à être de la panique. Je commence à paniquer quand j'ai... Bon, me jugez pas, les amis, hein, parce que je panique très vite. Je commence à paniquer quand j'ai plus que 30 000 sur mon PEL, plus que 20 000 sur mon CEL, plus que 6 000 dans mon compte courant. Tu vois, je suis très petite écureuil, tu vois. Hein, il faut qu'il y ait de l'argent de base, tu vois. Mais tu vois, c'est très subjectif, ça. Parce que toi, tu vas dire, me jugez pas, c'est élevé. Tu vois, je suis écureuil. Et moi, je dis, c'est bas ou c'est raisonnable, tu vois. Ouais, je me suis rendu compte qu'en fonction des paliers de mon business, aujourd'hui, le moment où je m'inquiète, c'est 150 000, tu vois. Ouais. Ah oui, alors qu'il me reste 150 000 de trésor sur mon business et je crame pas. Mais là, tu parles de trésor. Tu parles pas de ton compte perso. Non, mon compte perso. Parce que moi, pareil, la trésor de l'entreprise, par contre. Je suis à peu près au même niveau que toi, les comptes perso, tu vois. Ouais. Mais ça fait comme ça depuis des années. Ouais. Mais la trésor d'entreprise, mon zéro, il était à un niveau, puis je me suis mis à gagner un petit peu plus. Mon zéro, il est passé à un autre niveau, etc. Je suis d'accord avec toi. Et aujourd'hui, le moment où je commence à m'inquiéter, tu vois, je m'inquiète pas vraiment à 150 000. Mais je me dis, bon, enfin, il serait temps de... Hein. Mais tu dis un truc très juste, parce qu'en fait, ce qui est la grosse différence avec le perso, tu peux avoir des PEL qui sont là depuis des années, ils bougeront pas. Dans l'entreprise, pour X ou Y raison d'impôt ou d'investissement, d'un coup, ça peut aller très vite. T'étais là, t'étais à 150 000, d'un coup, tu dis, attends, je suis à 60 000. Attends, il s'est passé quoi, là? Tu vois, et tu te refais le film et tu te dis, mais attends, mais ok, il y a eu tout ça. Ah, j'avais pas calculé que... Et tes comptables, parfois, ils t'appellent, c'est déjà un peu tard. Au fait, il y a machin qui va te ponctionner tant. Il y a un virement qui part en CEPA. Attends, quoi j'avais pas calculé ça. Moi, j'avais investi sur ci, ça. J'ai acheté 2-3 ordi, tu vois. Et donc, je vois ce que je veux dire. T'es plus précautionneux sur tes finances pro? Ouais. Ou, ok. Et c'est toi qui gères? Non, c'est mes comptables qui m'aident. Alors moi, je gère ma petite facturation, les trucs que je peux gérer, mais les trucs un peu plus complexes, non, je délègue. Tu pilotes pas ta trésorerie, tu sais pas trop quels vont être les flux qui vont sortir. Ouais, non, j'ai besoin. Régulièrement, j'appelle Amandine. Okay. Je dis Amandine, on en est où là? Parce que j'aimerais bien savoir, il y a combien de TVA qui sort. Bon, en fait, c'est jamais très impressionnant parce que j'essaye de faire en sorte toujours en tout cas pour la TVA, qui est une TVA collectée, enfin, tu connais. J'essaie de faire des balances, mais t'as toujours cette peur. Quand ton business il est en croissance, ta balance elle sert à rien parce que finalement tu verses toujours de la TVA. Si ton business il est en croissance. Bien sûr.
J'ai encore plein de sujets, mais malheureusement, je vais passer aux questions de la fin. Je fais des petites questions blanc ou noir, quoi. T'as deux choix. Tu me réponds du tac au tac, sur ce qui te vient à l'esprit. T'es prête ? Je suis méga prête. Réseaux sociaux ou télé ? Réseaux sociaux. Du coup, quand je prépare mes questions, je me rends compte que finalement, il y a des choses qu'on évoque dans l'entretien, mais des fois, j'ai des invités qui me répondent des choses différentes de ce qu'ils ont dit avant. C'est intéressant. Là aussi, je pense savoir, moneymakeuse ou investisseuse ? Je suis nulle en investissement. Je pense que je suis moneymakeuse, ouais. Belle voiture ou bel hôtel ? Bel hôtel. Inné ou acquis ? Acquis. Au resto, tu invites ou tu te fais inviter ? J'aime bien me faire inviter. Mais j'invite aussi, non, j'avoue. Non, mais c'est plus mon chéri qui m'invite. Faut dire la vérité, ouais. J'aime mieux qu'il m'invite. Cash ou immobilier ? J'aimerais beaucoup immobilier, mais pour l'instant, j'ai tout investi dans ma baraque. Mais dès que j'ai à nouveau du cash, immobilier. Immobilier ou crypto ? En fait, mon rêve, c'est crypto, mais j'ai pas les compétences. Donc, je ferai immobilier parce que je suis une vieille française, à l'ancienne. Je suis Anne-Marie Madeleine Lafourcadière. Donc, je mettrai dans la pierre, tu comprends, c'est sûr. Alors que pas du tout, surtout en ce moment, l'immobilier a dégringolé. Non, je rêverais de pouvoir dire crypto. Mais pour l'instant, j'ai pas les compétences. Et pour terminer, crypto ou casino ? Crypto. Non, clairement, crypto. Ou alors j'achète un casino. Je deviens directrice. Et là, Patrick Partouche, tu n'as qu'à bien te tenir. Voilà. Patrick, n'hésite pas à me donner un casino si jamais tu sais plus quoi en faire. Ah, maintenant on est à me donner un casino. Ah oui, voilà, n'hésite pas. Peut-être qu'avec la patate chaude dans la bouche, tu pourrais. Oh, écoutez. Non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est mon patron. C'est pas trop le genre de Patrick, ceci dit. Patrick, je dis souvent, le seul moyen de gagner de l'argent au casino, c'est d'en acheter un. Alors voilà, je ne fais que répéter. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Merci à toi. Merci pour cet accueil. On peut te retrouver donc. Tu sais quoi, c'est Insta principalement ? Oui. Ok. Ça, c'est pour tes activités à toi, c'est Alice Cat Designer, et notamment toutes les formations pour tous les gens qui veulent se former aux réseaux sociaux. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, soit c'est des professionnels comme moi, solopreneurs, coach, etc. Ou vous êtes des particuliers, vous voulez tout casser sur les réseaux et devenir influenceur, ou alors plutôt business corporate, les équipes. Ouais. Oui, beaucoup. J'ai beaucoup de ça. Des business corporate. Ça va du commerce au. Là, je vais me déplacer plutôt. Dans le corporate, souvent, ils aiment bien que je me déplace. Tu vois, je vais avoir des clubs de foot, je vais avoir des entreprises qui ont un service où il va falloir que je me déplace et que je les accompagne avec leur problématique terrain. Parce que c'est très différent d'une... Tu vois, c'est pas pareil Intermarché que Decathlon. C'est pas les mêmes enjeux, voilà. Et sur YouTube, t'animes un talk, comment on appelle ça ? Un format ? Un format, ouais, sur ABC Talk TV. Sur ABC Talk TV, ABC Talk Women ? Women, exactement. C'est ça ? Et en plus, t'es bien informée parce que ça va arriver. C'est pas encore sorti. Ouais, peut-être qu'au moment où on le diffuse, ce sera... Peut-être. Ah, je suis pas sûre d'ailleurs. Je suis pas sûre. On va pouvoir retrouver bientôt Alice, du coup, sur ABC Talk TV. Ce sera la même chaîne ou ce sera une autre chaîne ? Ce sera la même chaîne. Okay. En fait, dans cette chaîne, il y a plusieurs émissions. Et donc, ce sera une émission de la chaîne. Ok. Gros compte sur YouTube, principalement dev perso, avec des interviews de parcours. Et donc, toi, tu vas faire les femmes. Et donc, sur France 3, c'est quelle heure ? C'est le matin à 9h50, enfin 10h. Moi, vous me verrez pas avant 10h. Et... Elle dort avant. Je dors avant. Par contre, souvent, les tournages sont à 7h. Dort. Anne-Marie n'aime pas le matin. Anne-Marie travaille de nuit. Je sais pas si c'est... Tu vas me faire imaginer des trucs, je suis pas sûre que ce soit... Bon, merci beaucoup Alice. Merci d'être venue. Et à très bientôt. Merci, à bientôt.